Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un petit résumé d'une campagne des Genesis qu'on a joué récemment en 2D6 plus bullshit avec 4 joueurs qui se connaissaient pas, à savoir les stats de la chaîne Les Stats JDR, Maître Renard, Findael, Simon. Donc c'est une campagne qui s'est faite en 7 séances en 2D6 plus bullshit comme je disais dans l'univers de Genesis. Je vais essayer de faire un résumé le plus concis possible, de vous présenter un maximum d'éléments de la campagne parce qu'en fait la suite de la vidéo ça va être le débrief de tout ça et pour éviter que vous soyez perdu, je pense que c'est intéressant que vous voyez ce petit résumé. Si vous connaissez pas du tout l'univers de Genesis, il y a également en description, je vous aurais mis un lien vers une vidéo que j'avais faite assez cinématique, un peu montée et tout, je pense que assez sympa à regarder pour voir un peu ce que c'est justement cet univers de Genesis. Donc le pitch de la campagne, c'était les joueurs incarnent des Africains. Les Africains qui sont une faction assez riche et opulente et colonialiste dans l'univers de Genesis. Ils sont des Africains et donc ils vont faire partie d'une expédition pour se rendre dans les Balkans pour justement faire fortune, entre guillemets. Ça, c'était le pitch de base. Ensuite, il y a eu la session 0 et tout. Maintenant, je vais vous présenter les personnages assez rapidement. Puis les factions que moi j'avais préparées. Donc je vous fais pas un truc chronologique. Je vous présente l'ensemble un peu de ma préparation pour la campagne, grosso modo. Ensuite je vous fais un résumé des grands événements. Et puis ensuite on passe au débrief. Du coup ça c'est le Miro qui a servi à la campagne. Hop là. Donc nos PJ, les voilà. Donc on a d'abord Malik Ngana. Donc, joué par les stats. Malik, c'est le capitaine néo-libyen qui a financé l'expédition, qui est à la tête du navire, du coup. Cette expédition, pour lui, c'est sa dernière chance de redorer le blason de sa famille. Une famille, donc, assez opulente à la base, mais qui s'est effondrée. En tant que néo-libyen, il fait partie de la caste marchande en Africa. Donc, c'est une sorte d'aristocrate. Donc, il a investi toutes les ressources qui restaient de sa famille dans l'expédition, pour acheter le navire, tout ça. Et pour l'organiser, malheureusement, cette expédition, il a enfreint des règles de la caste marchande des néo-libyens, justement. Et il a assassiné un Anubien avant son départ, un Anubien qui est un membre de la caste spirituelle en Africa, on va dire, parce que l'Anubien en fait refusait de lui donner sa bénédiction pour le voyage. Et en fait, si un Anubien entre guillemets a pas lu dans les lignes de la main du capitaine avant qu'il parte et a dit l'expédition va bien se passer, normalement ça complique beaucoup plus le fait d'organiser une expédition comme ça. Et donc lui, comme il n'a pas réussi à obtenir l'accord de l'Anubien, il a préféré l'assassiner et magouiller et créer son expédition sur le tard en recrutant des gens à droite à gauche très rapidement pour quitter rapidement l'Africa et éviter des représailles. Et donc voilà, il est à bord de son navire et il part vers l'étranger dans l'espoir de redorer son blason, même si les conditions sont plutôt exécrables. Ensuite, on a Dalba. Donc Dalba, lui, c'est un ferrailleur. Alors un ferrailleur, grosso modo, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui sait se débrouiller, qui connaît un peu les technologies, un gars de la débrouille, on va dire. Et donc Dalba, c'est un ferrailleur dont le rôle consiste du coup à superviser l'extraction des ressources sur place, même si l'expédition en elle-même ne sait pas vraiment ce qu'on peut retrouver sur place comme ressources. J'avais mis quelques rumeurs, mais c'était pas vraiment important. Ils partent vraiment en terre inconnue. Du coup, Dalba, il est avec toute sa famille, il fait partie d'une sorte de mafia de ferrailleurs qui s'occupe de faire fonctionner le bateau et qui est censé s'occuper des équipements sur place, de l'ingénierie. Il est pas né de la dernière pluie, donc il sait aussi se servir d'une arme, il a un petit côté un peu pirate, il sait jouer de la machette. Cette famille, c'est quand même un peu une mafia. Et si la famille compte beaucoup pour Dalba, il a une intuition, il a un rêve. Vous verrez après toute l'ironie de ça, c'est pour ça que je rigole. C'est il pense qu'il va accomplir de grandes choses durant l'expédition, qu'il va faire une grande découverte, qu'il va faire quelque chose d'important et que le destin l'attend là-bas. On a Paka. Paka, lui, c'est un fléau, donc les fléaux, c'est plutôt la caste guerrière, on va dire, pour faire simple. C'est un Doumisai, donc en fait, les fléaux fonctionnent en meute, entre guillemets, il y a différents rôles. Le chef, c'est le Shaga, et le Doumisai, donc Paka, c'est le Doumisai, c'est une sorte de vice-chef, entre guillemets. C'est une sorte de contre-pouvoir au Shaga qui est le véritable chef, et qui peut défier le Shaga, entre guillemets, pour le renverser et prendre plus ou moins le contrôle de la meute. On n'est pas allé hyper loin dans les détails, mais grosso modo, c'est ça lié. Donc il a une place importante dans cette meute de guerriers. Et en fait, on prête à Paka des exploits guerriers qu'il n'a jamais accomplis, ce qui en fait un imposteur, en fait. Lui-même se voit comme un imposteur, même si c'est un guerrier compétent. Il n'est pas aussi fort que ce que tout le monde voudrait croire. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui, quoi, mais lui, il doute. Lors de cette expédition, du coup, il compte faire ses preuves et aussi redorer un peu le blason de sa meute, parce que la meute à laquelle il appartient, voilà, c'est pas des tendres et ils ont assez mauvaise réputation. Enfin, on a Arulo. Donc Arulo qui est un esclave, parce que les Africains font des esclaves, et il y a une centaine d'esclaves à bord qui sont censés servir de main-d'œuvre pas chère sur place. Donc Arulo, il est d'origine, lui, pour le coup, européenne. Mais Arulo, il est plus qu'un esclave. Parmi les esclaves, ce qui le distingue, c'est qu'il parle aussi bien l'africain que la langue des Balkanais, donc l'endroit où on se rend. Et donc il a une bonne place par rapport à la moyenne des esclaves, il est traducteur. Et en plus, il a une troisième casquette.
c'est que Harulo, en réalité, c'est un shutter. Donc un shutter, c'est un membre des chroniqueurs. Donc les chroniqueurs, c'est une faction qui va pas tellement apparaître pendant la campagne, je vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est une faction basée en Borca, donc c'est un peu l'Allemagne dans ce monde post-apocalyptique, qui ont beaucoup d'informateurs, qui sont très intéressés par les technologies de l'avant, etc. Et qui détestent les Africains, grosso modo, parce que les Africains, ils essaient de conquérir l'Europe, entre guillemets, et les chroniqueurs, ils essaient de garder le contrôle de l'Europe et de manipuler tout le monde pour tout contrôler. Donc en fait, Harulo n'est pas un simple esclave, c'est un agent infiltré des chroniqueurs dans le bateau, qui a des talents d'assassin, d'espion, etc., de saboteur, et qui doit justement saboter l'expédition et essayer d'éliminer un maximum des Africains durant l'expédition pour les empêcher de mettre pied en Europe. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu vite fait les factions que j'avais prévues. Donc ça, c'est l'équipage. Je vous fais pas le détail de tous les PNJ. En gros, on a un bateau, on a des membres de la famille des ferrailleurs, donc ceux qui doivent s'occuper un peu du bateau. On a Suwano qui est le Shaga, donc comme je disais, le chef des fléaux. On a Duba qui est un autre fléau qui va pas apparaître très longtemps dans la campagne parce qu'il va mourir assez vite, si je me souviens bien. On a Léon qui, pareil, est un PNJ qui aura pas duré, qui faisait partie des esclaves, qui pouvait créer des petits problèmes, qui a commencé à créer une mutinerie à un moment donné, mais on va pas en parler parce que c'est vraiment anecdotique, qui meurt assez tôt dans la campagne parce qu'il se passe des trucs de fou dans la campagne, des trucs que j'avais pas du tout prévus. C'est ça la beauté du jeu de rôle. Ensuite, dans les factions, en fait, je vais vous montrer les lieux aussi. Donc en gros, ils arrivent en bateau, les PJ, et puis ils espèrent récupérer un max de ressources. Quand ils arrivent, en gros, voilà la map un peu du bac à sable que j'ai faite. Donc c'est assez grossier, c'est assez schématique. En fait, on a une ville portuaire qui s'appelle Saldera. Donc c'est vraiment le truc au milieu là. On a une station météo et militaire qui se trouve un peu à la pointe là sur une sorte de presqu'île. Et puis ensuite on a toute la région de Saldera, avec ses plages, avec toute la campagne alentour autour de la ville, des forêts dans lesquelles vivent les Balkanais. Donc les factions auxquelles j'ai pensé, comment elles se répartissent un petit peu dans la zone. On a ceux qui sont dans la ville, littéralement, et puis, grosso modo, ceux qui sont dans la campagne. Donc ceux qui contrôlent la ville de Saldera, ce sont des apocalyptiques, de la nuée des brumes. Donc, la nuée des brumes qui est... les apocalyptiques, c'est un peu des pirates, des trafiquants. C'est la pègre, on va dire. Et eux, ils contrôlent la ville, et c'est un endroit où ils font du trafic, et ils exploitent tous les habitants de la région, tous les Balkanais, pour leur prendre leurs enfants, pour en faire des esclaves. C'est une plateforme tournante de brûlure, donc c'est la drogue dans l'univers de Genesis. Ils ont des armes, ils ont des bateaux, ils sont très très forts. C'est vraiment une faction très forte, les apocalyptiques. Ils sont très nombreux en plus, même s'ils sont pas hyper bien organisés et qu'ils ont des conflits internes. On aura peut-être le temps de développer dans le débrief. Et donc ça va être un antagonisme numéro 1 quand on arrive. Quand les PJ arrivent en bateau, le premier truc qu'ils voient, c'est la ville, elle est contrôlée par les apocalyptiques. Qui sont les gens exploités par les apocalyptiques? Ce sont du coup les Svalek. Donc les Svalek qui sont une tribu de Balkanais qui est dans la région. Et il y a une autre tribu de Balkanais qui en a marre du statu quo et du fait que les apocalyptiques les exploitent, qui sont les Drishken. Et il y a un peu deux factions balkanaises, du coup il y en a une qui est un peu plus passive et qu'on n'aura pas trop développée dans la campagne. Les Drishken qui sont beaucoup plus offensifs et qui comptent reprendre la ville et chasser les apocalyptiques, eux, ils vont avoir un rôle un petit peu plus important. Et enfin la troisième faction, c'est ceux que j'ai appelés les chasseurs. C'est en gros des gens d'Africa qui ont entendu que l'expédition organisée par notre capitaine Malik, dont je vous parlais, notre capitaine Malik qui est ici, ils ont entendu parler de l'expédition illégale et ils sont envoyés en gros comme expédition punitive pour ramener Malik qui soit jugé pour l'assassinat de l'Anubien avant le départ de l'expédition. Et évidemment, c'est pas détendre non plus. Ils veulent, en réalité, leur véritable intention, c'est de chasser Malik et de reprendre sa concession à sa place et exploiter le terrain à sa place, tout simplement. Et parmi ces chasseurs, on a notamment Mouani Ngana, qui est le frère de Malik et qui est un fléau et qui déteste son frère parce qu'il trouve que qu'il a tout foiré dans sa vie et qu'il apporte la honte à la famille. Donc il s'est porté volontaire pour aller à la chasse à son frère et le ramener en Africa pour qu'il soit jugé. Voilà un petit peu notre mise en place. Donc là, c'est un tableau avec tous les PNJ, etc. Maintenant, je vais essayer de vous résumer vite fait ce qui s'est passé. Vraiment les grandes étapes. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le départ, dans le bateau, ça se passe pas ultra bien. C'est-à-dire que tout le monde se soupçonne, etc., entre les ferrailleurs
qui soupçonne déjà le capitaine Malik d'avoir organisé une expédition illégale, les esclaves qui veulent se rebeller, les fléaux qui sont juste des têtes brûlées qui ont envie de tout dézinguer sur place et qui s'en foutent de la stratégie de Malik qui consiste plutôt à être dans les négociations. Donc on a toute une séance comme ça qui va se passer dans le bateau, où on commence à faire une sorte de huis clos dans le bateau et à montrer les factions qui se tirent un peu, qui se surveillent les unes les autres. Ensuite, les PJ vont arriver. Alors là, il y a quelques trucs, des dessins que j'ai fait pendant la campagne. Les PJ vont arriver par ici, avec leur bateau. Et la première chose qu'ils vont voir, c'est qu'il y a une station ici, une station qui est contrôlée par les apocalyptiques. Ça, ils le savent pas quand ils arrivent, ils voient la station de loin. Donc la décision de Malik, comme la station est entourée de mines sous-marines, c'est de prendre un bateau à fond plat pour arriver par la plage et s'emparer de la station. Donc il sépare ses troupes militaires, il prend aussi son traducteur avec lui, lui-même il va avec ses soldats sur la plage pour faire une manœuvre de contournement et prendre la station. Et donc il laisse tout ce qui va être les esclaves, les ferrailleurs et tout le personnel de bord un peu plus classique et une partie des fléaux dans son bateau en attendant. L'attaque va pas du tout se passer comme prévu, ça va être un des plus gros twists de la campagne dès le départ. Session 2, parce qu'en fait ils vont attaquer du coup le capitaine, le traducteur, le fléau et des PNJ. Je vais pas mettre tous les PNJ, sinon ça va être trop compliqué. Eux, ils sont à terre et le ferrailleur qui doit s'occuper du bateau, lui, il est en mer, notamment parce que le bateau s'était pris une mine sous-marine, il doit s'occuper des réparations pendant qu'eux, ils essaient de prendre la station. Donc eux, ils vont attaquer, ils vont s'emparer de la station, mais malheureusement, ça va être un prix bien trop lourd, puisque les gens de la station les ont vus arriver, ils ont fait une manœuvre de contournement avec des torpilleurs, et ils vont couler le bateau dès la séance 2, ce qui fait que la majorité de l'expédition va mourir. Malheureusement, les esclaves vont mourir. Beaucoup de gens vont sombrer dans les eaux, etc. Donc en gros, ils arrivent à s'emparer de la station sur Terre, mais ils perdent tout le matériel de l'expédition, ils perdent la majorité de leurs forces. Donc c'est un prix énorme. Dalba, qui était dans le bateau, va survivre avec quelques ferrailleurs, et ils vont naviguer difficilement pour aller se réfugier ici. Faute d'informations précises sur ce qui s'est passé à terre, ils n'osent pas aller à la station et donc ils vont plutôt se réfugier là-bas. Donc eux, ils s'emparent de la station et ils découvrent que la station, c'est une sorte d'avant-poste des apocalyptiques, comme on disait, qui contrôle la ville de Saldera. Ils sont maintenant isolés et donc ce que Malik N'Gana décide de faire, c'est de partir avec Arulo, son traducteur, et également un otage de la station qui a été capturé pour leur servir un peu de couverture, qui s'appelle l'épervier. Et ils se rendent à 3 à Saldera pour entrer en négociation avec les apocalyptiques. Pendant ce temps, Malik, il dit à Paka et à ses soldats de garder le contrôle de la station, de la surveiller. Il demande également à ce que Suano, le chef des fléaux, parte avec des petits bateaux à la recherche des survivants, et donc de Dalba qui est là-bas. Malheureusement pour lui, autre élément clé, twist de la campagne, Arulo, notre traître infiltré, il va saboter les bateaux qui auraient permis à Suano d'aller chercher Dalba. Du coup, Suano ne pourra pas aller chercher Dalba. Et à partir de ce moment-là de la campagne, assez tôt dans la campagne finalement, Dalba ne sera plus jamais avec le groupe. Ça, c'est un truc assez particulier qui m'était assez peu arrivé en campagne. On en parlera en débrief. Du coup, simultanément, qu'est-ce qui se passe? Eux trois, ils arrivent chez les apocalyptiques. Malik, il veut bluffer, faire croire qu'il a une immense armée, demander aux apocalyptiques une alliance, de lui donner des infos, de lui donner le contrôle de la région. Le bluff ne marche pas trop, même pas du tout. Du coup, eux deux se retrouvent, Arulo et Malik se retrouvent prisonniers des apocalyptiques pendant un temps. Pendant ce temps, Suano, il en a marre parce que rien ne se passe comme prévu, c'est un peu un petit chef. Il n'a pas son bateau, rien ne va. Donc il essaye de passer, il commence à passer sa colère sur des otages, des gens qui ont été capturés dans la station. Paka s'interpose, Paka qui est un PJ, on rappelle. Duel entre le chef et le vice-chef, on va dire. Paka perd son duel, il se fait éclater. Et il est neutralisé, et du coup, il va être, en gros, devenir un paria dans la meute de guerriers. Pendant ce temps, Dalba, lui, avec ses gars, il y a le chef de la famille, un autre PNJ, qui meurt. Donc Dalba hérite, devient le chef de sa famille de ferrailleurs. Et alors qu'ils sont cachés, il voit approcher des Balkanais. Il entre en contact avec eux et il réalise, donc les Balkanais, je rappelle, c'est ceux qui sont les autochtones de la région et qui sont oppressés par les apocalyptiques qui contrôlent la ville ici. Il entre en relation avec des Balkanais qui sont en train de creuser un tunnel pour aller jusqu'en dessous de la ville de Saldera et sûrement faire une sorte de contre-offensive, une attaque surprise. Dalba se lie à eux et ensemble, avec les quelques ferrailleurs survivants,
ils partent dans la forêt. Et au fil du temps, Dalba devient un peu l'oncle, c'est-à-dire le chef de la famille, et commence à prendre un peu la grosse tête, à se voir un peu comme un élu, quelqu'un qui va faire, on l'avait dit au début à la création de personnage, il commence à se dire que c'est son destin qui l'amène à aller voir les Balkanais, qu'ils ont des coutumes qui sont un peu semblables, des trucs tribaux qui les relient, etc., etc. À ce moment-là, arrive la faction numéro 3, à savoir les chasseurs, comme je disais. Donc ceux qui viennent chercher le capitaine Malik Engana pour le punir pour son expédition illégale. Et ils vont arriver ici à la station. Leur bateau est énorme, ce qui fait que toutes les factions sont plus ou moins au courant de leur arrivée. On les voit arriver de loin. Et donc c'est vraiment l'élément perturbateur. C'est un peu le seul truc un peu scripté de la campagne, si vous voyez ce que je veux dire. Je savais qu'à un moment, j'allais faire entrer ça en jeu au moment où ce serait le plus tendu. Là, je trouvais que c'était nickel. Ils sont tous séparés. Eux, ils sont en prison, le capitaine et le traducteur. Lui, il s'est fait bannir de sa meute. L'autre, il est dans la forêt. Je me dis, c'est à ce moment-là qu'il faut encore plus remuer le couteau dans la plaie et envoyer la dernière faction en jeu. Du coup, eux, ils arrivent et ils prennent le contrôle de la station et ils s'allient avec la meute restée sur place, la meute du capitaine. Ils s'allient avec Suano. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'arrivée de cet énorme bateau, c'est un game changer. Les apocalyptiques, ils craignent, ils sont en train de se dire, effectivement, le capitaine Malik Engana avait bien raison, il y a d'autres Africains qui arrivent, etc. On va pas pouvoir se contenter de les tuer tous. Donc, on va avoir besoin du capitaine Malik Engana pour négocier avec les autres Africains qui viennent d'arriver. Et donc, Malik et Arulo vont retourner vers la station. Paka, qui a été banni, les aura rejoints entre-temps. Il y a quelques péripéties, mais on va passer. Et donc, ils retournent à Troyes ici pour négocier avec Slimane de Biskra, qui est le chef africain. Slimane de Biskra, négociation ultra tendue. Heureusement, Malik réussit son GD, parce que sinon, c'était clairement la fin de la campagne pour Malik, je pense. Slimane de Biskra fait un deal avec Malik et il veut tendre un piège. Alors là, c'est là le moment où ça devient trop compliqué, je vous passe les détails. Malik, il joue sur 15 tableaux en même temps, il est prêt à trahir un peu tout le monde, enfin, il y a plein de trucs qui se passent. Et en gros, Slimane, il pense que Malik va lui organiser un rendez-vous avec les apocalyptiques dans la station d'épuration qui se trouve ici. Rendez-vous qui servira à tendre une embuscade aux apocalyptiques et à tous les tuer, en fait. Pendant ce temps, il se passe quand même 2-3 trucs hyper importants. C'est que Dalba, il comprend que qui côtoient les Balkanais. Les Balkanais présentent leur plan à Dalba et lui disent, on va te donner une bombe atomique et tu vas aller la mettre, tu vas passer par les tunnels là. Alors c'est plutôt une arme nucléaire mais tactique, c'est pas une énorme bombe non plus, enfin quoique vous allez voir. En gros, ils creusent un tunnel pour aller foutre une énorme bombe sous la ville des apocalyptiques pour la faire exploser. Les Balkanais disent à Dalba, si tu fais ça pour nous, on va te couvrir d'or et tu auras la gloire éternelle, etc. Dalba, il voit une mission presque divine, et donc il accepte cette mission. Et il décide d'aller creuser pour aller foutre la bombe sous la ville et tout faire péter. Entre-temps aussi, on a Arulo qui s'est un peu activé, il a activé son mode agent. Et donc du coup, il a trouvé du matériel qu'on lui avait laissé sur place, du matériel d'assassinat et tout. Et il a un détecteur et il sait qu'il y a une bombe quelque part et qu'il peut la récupérer et l'utiliser pour éliminer tous les Africains d'un coup, pour les empêcher de mettre pied dans les Balkans. Donc Arulo, lui, il sait qu'il y a la bombe. Malik ne sait pas qu'il y a la bombe parce que Arulo lui dit pas vu que c'est un traître. En gros, il y a que Arulo, le traître, Dalba et ses potes balkanais qui savent qu'il y a une bombe dans l'équation. Et en gros, le grand final, un peu terrible, c'est que eux deux vont retourner ici pour effectivement organiser le rendez-vous entre les apocalyptiques et Slimane de Biskra, sauf qu'ils jouent sur un deuxième tableau et en gros Malik ce qu'il veut c'est plutôt s'allier avec les apocalyptiques pour que l'embuscade soit tendue dans le sens inverse et que ce soit Slimane de Biskra qui soit pris dans l'embuscade, éliminé et que son plan se retourne contre lui. Pendant ce temps, il y a un truc qui est quand même assez important. C'est que donc on a Paka qui est ici, hein, Paka notre Dumisai banni. Il revient à la station parce que Suwano n'est pas là. S'il était revenu alors que Suwano était là, Suwano l'aurait envoyé chier puisque normalement il est censé être banni. Suwano revient, il se rend compte que Paka est de retour dans la station et qu'il est même avec les autres Africains. Il pète un câble, deuxième duel, et cette fois-ci duel à mort. Paka l'emporte, heureusement, parce que sinon il aurait vraiment eu un destin tragique de A à Z. Il l'emporte, il tue Suwano. Et il devient le chef de sa meute de fléau. Le moment du rendez-vous approche. Paka et Mouani partent en avance au lieu de rendez-vous pour justement préparer le terrain, pour le rendez-vous entre Slimane de Biskra et les apocalyptiques organisés par leur entremetteur Malik. Entre-temps, Arulo, lui, comme il a accompagné Malik, il a
son détecteur qui est censé lui permettre de localiser la bombe nucléaire qui s'est activé, et il sait que Dalba est en train de passer sous la ville, enfin il sait pas que c'est Dalba, mais il sait qu'il y a une bombe qui est en train d'arriver sous la ville. Du coup, il dit à Malik excuse-moi, je dois aller pisser. Il s'éloigne, il part dans les souterrains de la ville. Il tombe sur Dalba qui est en train d'armer la bombe. Dalba, ni une ni deux, tire une balle sur Arulo. Arulo est blessé. Dalba a déjà activé la bombe. Elle a quasiment plus aucune chance d'être arrêtée. Il s'échappe. Arulo essaye de désactiver la bombe, parce que lui, il veut s'en servir à ses propres fins pour éliminer tous les Africains. Malik qui se demande où est passé Arulo. C'est toute l'ironie dramatique. Commence à se dire, mais où est passé mon traducteur, etc. Où est-il? Il part il pose des questions. Il part dans les tunnels à la recherche d'Arulo. Il tombe sur Arulo en train de désarmer la bombe, mais c'est trop tard. Arulo fait son jet de dés. Arulo fait son ultime jet de dés. Et explosion nucléaire qui rase la ville de Saldera. Les deux persos meurent. Paka, qui était en route pour le point de rendez-vous, voit l'explosion au loin. Dalba, lui, il sera monté à cheval et se sera éloigné de la ville à toute vitesse. Il survivra. Il sera couvert d'or et il partira avec sa famille de ferrailleurs à bord d'un petit navire. Et il partira et finalement, il aura accompli son destin et sauvé sa famille, entre guillemets, sans savoir nécessairement qu'il a tué ses amis, même si... il ne pourra pas faire semblant de ne pas savoir qu'il a tué énormément de monde en activant la bombe. La bombe, du coup, pulvérise 2 PJ. Le dernier PJ, c'est Paka. Paka, il voit l'explosion, il panique. Comme il peut y avoir des retombées radioactives, etc., le but pour lui maintenant, c'est de partir. Il retourne à la station pour essayer de monter dans un bateau. Mais Slimane de Biskra, qui avait envoyé Paka en avant-garde, il a vu l'explosion de loin aussi. Et le temps que Paka revienne avec Mouani Ngana, il commence déjà à évacuer. Et c'est en mode Titanic, quoi. C'est les femmes et les enfants d'abord, sauf que c'est moi et mes hommes d'abord. Et il n'y a plus assez de bateaux quand Paka arrive. Il a le choix entre tuer certains de ses hommes pour alléger son bateau et réussir à rattraper le paquebot, le navire d'expédition. Il se refuse à alléger le bateau et à abandonner des hommes. Du coup, il revient vers la plage, il retourne par la terre et ils disparaissent dans la forêt et on ne sait pas quel est leur destin. Donc finalement, 2 PJ morts à cause de la bombe atomique activée par Dalba et Paka, dont on ne connaît pas le destin, qui disparaît. Fin tragique de cette histoire. Maintenant, je vais vous proposer qu'on passe au débrief. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'était assez clair. C'est pas évident à faire comme résumé. On est parti néanmoins pour le débrief. Rebonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Je rigole parce que j'ai foiré le début de l'enregistrement. Décidément, ce débrief est maudit. Donc on se retrouve avec les joueurs de la campagne que je viens de vous résumer, en la personne de Lestat, de Findael, de Simon et de Père Renard, ou plutôt, ça c'est son nom pour la prochaine campagne, de Maître Renard. Et donc du coup, c'est un débrief à froid, puisque ça fait un mois, je pense un peu plus d'un mois que la campagne est finie. On a eu beaucoup de mal à se retrouver, là il est 22h, donc on va essayer de faire vite, malgré les déboires techniques. 2h16, 16 minutes. Exact. Du coup, la première chose qu'on va faire, si vous voulez bien, c'est que vous présentiez vite fait vos personnages, dans l'ordre, en commençant par les stats. Les stats, tu peux recommencer la présentation de ton personnage, du coup. Voilà, pour la 2e fois, donc les stats de la chaîne Les Stats JDR, moi j'incarnais le capitaine Malik Ngana, issu d'une famille de néo-libyens qui a été destituée, en tout cas la famille. Et donc, le personnage cherchait à redorer le blason de sa famille en même temps qu'accomplir un destin qu'il était convaincu d'avoir, malgré ce que lui a dit un Nanubien, donc qui lisait dans les lignes de sa main pour vérifier qu'il était économiquement rentable, donc pour qu'il puisse acheter la concession, puisque c'est comme ça que ça se passait visiblement. Malheureusement, la ligne de ma main indiquait un destin tragique et une vie assez courte. Donc, mon personnage a dû tuer ce néo-libyen, cet Anubien, pour pouvoir partir en expédition avec le peu de ressources qui lui restaient, afin donc d'accomplir un destin qu'il pensait avoir. Et mon personnage, après moult négociations et coups fourrés qui ont presque réussi, a connu une fin tragique en se retrouvant à l'épicentre d'une explosion nucléaire, tout simplement. Donc, toutes ses ambitions ont fini atomisées. Voilà, en gros. Au sens propre. Au sens propre du terme. Et comme on l'a dit précédemment, je vais quand même le redire là, je maudis les dés que j'ai utilisés pendant cette campagne. Et j'en ai pourtant changé, mais la malédiction visiblement se transmettait de dé en dé. Donc voilà, ça a mené à cela, entre autres. Héréditaire.
Nickel. Il est tard. Excusons-le. S'il vous plaît, excusez-le. Il a fait beaucoup mieux pendant la campagne. Excusez mon garde du corps. Du coup, ensuite, moi, dans l'ordre, j'ai Findael. Donc, Findael, pareil, est-ce que tu peux présenter ton personnage et rapidement nous rappeler son destin et comment tu l'as vécu? Eh bien, moi, je faisais Dalba. Dalba, en fait, il dirige toute l'équipe des mécanos, puisque un vaisseau, enfin un navire qui doit voguer a besoin de toute une équipe mécanique. Et en fait, on est constitué en famille, on les appelle les ferrailleurs, mais c'est comme une famille mafieuse un peu, quelque part. Bref, ils sont les coudes soudés, tout ça. Il y a l'ancien qu'on appelle l'oncle qui est avec nous. Et puis, les éléments se mettant en place petit à petit, il s'avère que la situation change. Et il se retrouve très vite coupé de tout le groupe. Sachant qu'il est resté avec son oncle qui avait des doutes sur le capitaine, il n'était pas sûr. Alors, il était sceptique, mais bon. Et puis à un moment donné, la décision fait que des événements fait qu'il il a dû prendre la tête de tout son groupe. Il s'est retrouvé avec des autochtones et ça a embrayé toute une mécanique et il s'est retrouvé avec ceux qui possédaient la bombe. Et il est l'artisan. C'est qu'à de le dire, puisqu'il est technicien et mécano, l'artisan de la bombe, puisqu'il l'a carrément armé avec un mécanisme qui se déclenchait et impossible à interrompre. Malheureusement pour le capitaine Malik, il a fait des très bons jets, il a très bien réussi, une mécanique qui a fait que quand ils sont arrivés avec un autre personnage qui sera présenté après, ils n'ont pas pu enrayer et boum. Et donc lui par contre, il était persuadé d'avoir un vrai destin, notamment celui de sa famille, mais au travers du sien. Et il s'avère qu'il est reparti mieux qu'il était arrivé. C'est le seul personnage qui, entre guillemets, s'en sort bien, on pourrait dire. Déjà, vraiment. C'est mieux. En vie et avec tout ce qu'il voulait pouvoir ramener, parce qu'on lui avait, c'était négocié, il avait un bateau qu'il a pu avoir sous le coude, et effectivement, il avait tout ce qu'il fallait pour retourner chez lui. Tous ceux qui vous disent qu'en jeu de rôle, il n'y a pas de gagnant, pas de perdant, c'est des conneries. C'est des grosses conneries. Il y a un gagnant et il vient de parler. Il y a un gagnant. Il y a un bravo. C'est le gagnant. Le personnage est gagnant. Tous les joueurs sont gagnants après. On va finir le tour de table et on va revenir un peu sur la bombe après, je pense. Ça va être le cœur de la campagne et donc du débrief. Du coup, Simon, dis-nous tout. Alors oui, moi je joue Paka. Je suis un guerrier qui fait partie d'une tribu de sauvages qu'on appelle les fléaux. Je suis co-directeur de cette tribu, doublé d'un syndrome de l'imposteur. Mais avec ça, ce personnage a une bienveillance qui fait qu'il va être banni de sa tribu. Puis après, en bottant les fesses du chef, il va être chef de sa tribu. Et lorsque l'explosion retentit, il préférera fuir sur les terres avec les hommes qu'il a plutôt que de tuer ses hommes et survivre finalement. Donc en fait, sa fin à lui est assez mystérieuse et on va garder cette fin-là. Je suis navré de ne pas avoir pu récompenser ta loyauté car tu as été le personnage le plus loyal au capitaine de toute la campagne. C'est ça, Paka, il a essuyé les plâtres et tout, il était toujours au garde à vous. Ouais. Et au moment où il y a le tournant final avec la bombe, lui, il voit l'explosion de loin et puis on va le garder dans le mystère, mais tu étais quand même près d'une explosion nucléaire. Oui, c'est ça. Ton futur plutôt. Donc il y a quand même de bonnes chances que ça finisse mal, mais qui sait, peut-être qu'il a trouvé un remède. On est dans un monde un peu futuriste. Peut-être. Objectivement, il est mort, mais pour le mystère, on va dire que peut-être il a trouvé un bunker que certains avaient bâti. Ta ligne de vie était alignée sur celle du capitaine, mais tu l'as su un peu tard. C'est ça. Tu lui as serré la main trop fort. Et finalement, Maître Renard, du coup, le manipulateur des ombres.
Ouais, moi je jouais le personnage d'Arulo, donc j'avais dit en tout début de campagne, on s'était dit qu'est-ce que vous voulez jouer? Moi j'avais dit j'ai envie de jouer un salaud de la pire espèce. Et du coup je voulais jouer un traître, donc mon rôle dans la campagne j'étais un chroniqueur, donc je venais du continent vers lequel l'expédition était envoyée. Et je me suis retrouvé là réduit en esclavage et tout, donc mon but à moi c'était de réussir à me faire mon trou. Et l'avantage de mon personnage c'est que j'étais le seul à parler la langue sur place. Donc finalement, j'étais un peu important et considéré, on va dire, un peu que parmi les esclaves. Et du coup, j'ai réussi à me rapprocher du capitaine. Et dès que je pouvais, je faisais des petits coups de pute dans tous les sens. Je volais les clés, je sabotais tout ce que je pouvais Ouais. pour essayer de m'en sortir. Jusqu'à me retrouver, en fait, à reprendre contact avec mes anciens compagnons, les chroniqueurs. Et là, une base secrète, des armes. Et du coup, ça s'est un petit peu ouvert. Et là, une mission secrète pour mettre à bas les Anubiens et comment dire, les Africains qui venaient piller le continent. Et ça s'est pas exactement passé comme prévu. Effectivement, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, par souci d'efficacité, je vous propose qu'on continue encore en tour de table pour le moment. Donc du coup, on reprendra avec les stats et en gros, faire un tour de table rapide sur peut-être des moments qui vous auront marqué ou des ventres mous ou des petites déceptions. Enfin voilà, genre votre ressenti global, chacun votre tour, peut-être avec quelques petits exemples. Et puis ensuite, on ira sur d'autres sujets où peut-être on fera plus conversation libre si vous voulez bien, parce qu'il est 22h, je rappelle, donc il faut qu'on fasse vite. Enfin, maintenant, il est plus 22h. Bref, il faut que je la ferme. Donc les stats, ressenti global, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Non, mais je retiens déjà que je me suis bien marré, honnêtement. Déjà, le groupe fonctionnait quand même bien, sans vouloir vous brosser dans le sens du poil, hein. Au-delà des inimitiés entre personnages, le groupe a très bien fonctionné. Il y avait une excellente ambiance, donc ça a permis vraiment de poser plein de choses. Et même à secret ouvert, on en reparlera peut-être, mais même à secret ouvert, on a réussi à bien gérer le truc. Et je pense que c'est ça qui a fait que c'était vraiment intéressant. Je dirais que j'ai 3 moments forts que je vais retenir principalement. 2 qui sont assez individuels et puis un qui est, lié quand même à une interaction avec un autre personnage joueur. Donc il y a eu le moment, dans le Bastillon quand j'avais gardé une grenade que j'avais, la grenade, alors c'est très étrange, mais je l'avais trouvée dans la bouche d'Arulo. Ne posez pas la question, c'est pas grave. J'y C'est reviendrai. Voilà. Et donc je l'ai prise et je l'ai gardée. Et en fait, dans une négociation derrière les lignes ennemies, si j'ose dire, au dernier moment, j'ai balancé cette grenade pour tout péter et j'ai trouvé que le moment narratif était quand même particulièrement intense. Donc ça, c'est un bon moment. Il y a eu la négociation avec Slimane. C'est Slimane, hein, c'est ça son nom. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de négociations dans cette campagne, mais celle-là, je pense, arrivait vraiment à un moment critique. Et en plus c'était au moins autant une merde que mon personnage, ce gars-là. Donc c'était 2 serpents qui discutaient, qui prétendaient s'allier mutuellement. Et donc c'était voilà, c'était une autre forme d'intensité et j'ai beaucoup apprécié. Et le dernier moment, c'est, je crois, l'interaction que j'avais eue avec Arulo lorsque je lui donne sa liberté. Parce qu'en fait, voilà, il s'est passé plein de choses avant en réalité, donc je vais passer les détails. Mais il y a un moment où on a une discussion et où les masques tombent un petit peu mutuellement, surtout du côté d'Arulo. Je me prends d'ailleurs un pain dans la tronche à ce moment-là, ce qui est complètement hors de propos entre un esclave, enfin, qui ne l'est plus à ce moment-là, et son maître. Mais il y a eu une discussion et ce moment où les masques tombent, c'est à la fois une sorte de soulagement, puis un moment quand même particulièrement intense. Et puis un petit bonus, allez, mais c'est pas un moment, c'est l'inéluctabilité de l'arrivée de la bombe, qui a un moment global en filigrane qui est toujours là et qui participe à ajouter de l'intensité à toutes les autres scènes qui se déroulent en parallèle. Ouais, d'ailleurs, je vais essayer de pas trop relancer, hein. J'essaie de garder le chrono. Mais le moment de la négociation avec Slimane, c'est vrai que ce qui était pas mal, c'est que justement, tu faisais des jets pourris. Et en fait, la situation, enfin, globalement, tous les jets importants pour votre partie du groupe, parce que Dalba, lui, il était déjà plus avec vous à ce moment-là. En fait, il y a eu le milieu de la campagne où vous faisiez que des mauvais jets tous. Et tous vous enfonciez et tout. Et il y avait la bombe déjà. On savait déjà plus ou moins que la bombe allait arriver. En fait, la négociation avec Slimane, elle s'est faite en un jet de dés. Et c'était la première fois, entre guillemets, que les stats, ils faisaient un bon jet de dés. Et du coup, ça a créé un peu un effet genre... Ah, il y a peut-être de l'espoir. Voilà. Mais en fait, non. Mais sur le moment, oui, c'est vrai que...
Mais au-delà du jet de dés, au-delà du jet de dés, je le balaye. La scène elle-même, elle avait vraiment une intensité. En plus, il y avait l'histoire avec mon frère en parallèle, qui était un allié de Slimane. Et je mets ça dans le même truc, en fait, parce que j'ai eu une discussion avec lui en parallèle. Enfin, il y a vraiment une sorte de manigance et tout ça, comme je les aime. Donc, c'était vraiment une bonne scène. C'était sympathique. Du coup, Dalba maintenant. Dalba qui a été, de son point de vue, si j'ai bien compris, abandonné par l'équipage et qui a fait son petit bonhomme de chemin. Du coup, qu'est-ce que tu retiens? Ouais, moi j'étais un peu le bébé avec l'eau du bain hein, à un moment donné, donc et c'est qu'à de le dire parce qu'il s'est retrouvé dans un bateau qui a coulé et plus de navire, plus rien, et personne n'est venu le chercher, enfin personne n'a cherché où il était, personne s'est inquiété de savoir. Enfin, du moins il n'y a jamais eu quelque chose qui lui a permis de savoir qu'on le cherchait. Donc, On a en fait, il s'est retrouvé à faire cavalier seul. pas eu le temps. Mais je regarde, mais moi j'analyse enfin après Dalba, il sait pas, mais en fait c'est marrant. Quelque part, je dirais, il y a deux morts, mais c'était moral. C'était un assassin et l'autre un traître triple A. C'est les seuls qui sont morts. Les seuls qui sont vivants, c'est celui qui a rien fait de déloyal. Je regrette, il n'a jamais rien fait de déloyal. Et c'est celui qui était plus loyal. Quelque part, c'était sympa. C'est Il le n'a retour rien de fait de journée. déloyal. Mais qu'est-ce qu'il faut C'est vrai. pas entendre quand même? C'est Ah non, incroyable. il n'y a rien que ton personnage, il y a rien que ton personnage ne sache qu'il a fait déloyal et comparé à ce qu'a fait le tien, Ah je oui, qu'il dirais sache. c'était pas grand chose. Ah, moi, j'ai En fait- toujours été loyal à mon équipage. En fait, ce Toujours. qui est intéressant, je trouve, Ouais. avec Dalba, c'est qu'effectivement, genre, toi, t'as jamais su qu'on essayait de te retrouver. En fait, si tu l'as jamais su, c'est parce que notre ami Aroulo, là, il a juste fait. Les gens qui regardent le savent parce qu'ils ont déjà vu le résumé, mais il a empêché en gros un bateau de partir à ta recherche. Et en fait, Ouais, c'est ouais, ça qui a, ça a sais. été un énorme twist. Et du coup, Moi, Je j'en sais. savais rien. est-ce que tu m'autorises Mais- la comparaison un peu en mode ton personnage c'était un peu Paul Atreides tu sais, genre, il va chez les autochtones, il devient une sorte de héros et tout. C'est ça. Moi, j'appelle ça un traître, hein, mais bon. Non, j'appelle ça quelqu'un d'opportuniste, éventuellement. C'est ça. Parce Ouais, qu'il n'y a bah, pas eu de négociation, il a eu juste une opportunité qui s'est présentée à lui. C'est Et vrai. on lui a dit, bah si tu fais ça, nous on m'a pas dit, on va négocier, trouver un truc. Moi, j'avais même pas besoin de négocier quoi que ce soit. Puisque, enfin, Dalba, il se retrouve avec des gens. Au début, les prisonniers, il leur donne un coup de main. C'est mieux que d'être contre eux parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Donc l'idée est en mode survie, logique. Ok, ils comprennent que bon, on est peut-être des gens civilisés quelque part, même s'ils comprennent tout, pas trop. J'ai compris que je pouvais être utile, mais j'ai compris que je pouvais en Tu vas tirer gagner. quelque chose. C'était une opportunité. Comme j'avais pris un personnage Ah ouais. qui avait choisi qu'il aurait un destin, quelque part, le fait qu'il se retrouve tout seul, ça a fait qu'il a accompli son... Effectivement, quelque part, on pourrait le comparer à un autre personnage qui arrive sur une planète, entre guillemets, avec des gens pour qui doit faire quelque chose, sauf que lui, il n'a pas de vision. Lui, il sait qu'il peut faire quelque chose et qu'il va faire quelque chose, mais au début, j'ai bien dit, quand j'ai écrit mon personnage, pour les ferrailleurs, c'est-à-dire de ceux là où il vit. Il a ramené quelque chose. Et au final, il a bien ramené quelque chose. Il n'est pas resté avec les autochtones. Oui, c'est vrai. Ta principale loyauté, c'était envers les ferrailleurs. Et Paka, toi, ta principale loyauté, Alors. elle allait vers ton groupe de fléaux et vers ton capitaine. Oui, mais et puis en même raconte-nous. temps en même temps les otages parce que c'était des gens qui étaient un peu faibles et sympathiques. Enfin, ils étaient pas. On voulait être sympa, mais en fait mon groupe de sauvages, ils étaient sauvages. Les stats avaient pris le pire groupe de fléaux qui pouvait exister. Donc on a vraiment eu, on est vraiment des brutes. Mais en ce qui concerne comment j'ai ressenti la campagne. Moi, j'ai vraiment aimé ce fait à chaque session, on était un peu plus dans la mouise. À chaque session, il y a un truc qui gaffait. À chaque session. Et puis, à la dernière session, il va se passer quelque chose. Peut-être ça peut se passer. Bombe nucléaire. Du coup, ça fait que moi, personnellement, j'ai vraiment cru jusqu'au bout. Mais bon, au final. Mais du coup, c'est vrai que le fait qu'il y ait Findel à côté, de voir en fait son histoire se dérouler avec cette bombe se faire petit à petit, ça a créé effectivement, ça a créé un petit décompte de ce qui allait se passer. Du coup, c'était chouette. Renard, dis-nous tout. Ouais, C'est un peu de ta faute. Hein.
Ah ouais, c'est plus de ma faute. À Les rouleau, à petites rouleau. anecdotes. À rouleau, la petite anecdote d'Arouleau, la première, c'était quand je me suis retrouvé seul, isolé en tant qu'esclave, entouré par les fléaux et le chef des fléaux qui voulait se lâcher un petit peu sur un esclave quand il y avait personne qui regardait. Et en fait, ça a été je me rappelle d'un jet de dés que j'ai fait qui était monumental. C'était genre, en gros, je me suis retrouvé, je me suis dit, bah, je tente un truc, j'essaie de me retrouver au corps à corps pour lui prendre une grenade et déclencher un truc de ouf, genre un peu à la Joker. Et j'avais une chance vraiment très très fine de l'emporter. J'ai tiré le dé, ça a marché, donc c'était assez waouh. Donc ça c'était très cool à jouer aussi. Tout le côté en fait, moi j'étais un peu dans l'ombre à essayer de trouver des trucs pour soit faire capoter les plans des autres gars ou trouver des armes pour tout faire exploser. Donc c'était assez jouissif à jouer moi de mon côté. Et ouais, aussi le fait qu'on soit séparés très vite de Findel. En fait, c'est vrai que on savait ce qui se passait à côté, un peu comme dans un film où vraiment et pendant ce temps-là, avec Cruz, tout le truc qui avance et tu vois la bombe qui approche, qui approche, qui approche. Donc ça, c'était vraiment très cool. Et ouais, pareil aussi, les grosses discussions avec les stats, le rapport un peu esclave-maître, où moi j'étais là, oui, maître, je prenais une petite voix et tout pour jouer, c'était assez rigolo. Et du coup, donc vraiment, l'espèce d'ordure jusqu'au dernier moment, c'était sympa à jouer. Donc ouais, les grosses scènes de roleplay qui étaient monumentales, de négociations, de trucs, de plans machiavéliques de l'enfer, et puis après tu jettes le dé, ça marche pas. C'était fou. C'était trop fou, quoi. Et du coup, et bien sûr, évidemment, un gros moment, c'était quand je me suis retrouvé. Moi, j'avais en gros, mon personnage, il avait une sorte de détecteur pour retrouver la trace de la bombe parce que lui voulait l'utiliser pour foutre le bordel et se casser, tout simplement. Et en fait, je me retrouve scène quasiment finale de la campagne, je me retrouve face à Findal et en fait, lui, il me voit et du coup, le réflexe qu'il a, il me tire dessus. Donc, on a fait vraiment, pour la première fois, j'ai fait du vrai PVP. Donc on s'est retrouvé à jouer vraiment l'un contre l'autre. Et en fait, bah, les dés, on a décidé comme ça, j'ai perdu et après, j'essaie de désamorcer la bombe comme ça et finalement, ça marche pas. Donc, c'était assez fou, quoi. La tension à ce moment-là dans la campagne, c'était quelque chose de très très fort. Le temps s'est arrêté, j'ai jeté les dés, et d'un coup, c'est parti. C'était vraiment, vraiment très fort. Moi, je me suis dit, on va se retrouver et tout, va y avoir un moment d'échange. Ah bah, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout, machin. Et en fait, moi, je me suis dit, moi, je pensais vraiment que c'était moi qui allait devoir me dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais devoir le tuer, ça va être terrible. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, moi, en tant que joueur, j'ai été hyper surpris. Et je pense que tout le monde autour de la table, on a tous Ouais. été cueillis par ce moment-là. C'était Personne s'y attendait, tellement- quoi. Et pourquoi? Tellement Parce que rapide. Dalba était coupé des autres. Qu'est-ce qu'il voyait quand il voit un rouleau? Il voit un Ah ouais, un esclave. traître. Ah oui, bien sûr. Non, mais Qui s'est échappé. un esclave. Qui Il s'est dit non, échappé. Et puis moi, il est dans son truc. C'était Mon génial. objectif, c'est la bombe pep. C'est bon, on repart, il y a ce qu'il faut. C'est pas un esclave qui va m'arrêter. Bam! Hop, dégage. C'était fou. Bah, en fait, ça fait une C'est vrai. transition naturelle sur le PVP. Comment vous avez... Parce que moi, c'est vrai que dans les campagnes que je joue d'habitude, il n'y a pas trop cet aspect-là. Je pense que c'est une des campagnes où il y a eu le plus ce côté-là, enfin, où j'ai vu le plus des joueurs qui jouaient à secret ouvert et qui jouaient le jeu. Et du coup, vous, comment vous avez vécu ça? Typiquement, cette scène-là, je pense d'autres gens, ils auraient pu être frustrés par le fait de se dire en un jet de dés, mon personnage il se fait flinguer par le personnage d'un autre, etc. Tu vois, c'est quand même assez particulier. Grosso modo, vous l'avez vécu comment? Moi, je trouve que c'est assez cool, mais j'aurais bien aimé avoir votre point de vue. Tu veux que moi j'enchaîne? Bah, moi, je peux renchaîner sur le fait que je me suis fait tirer dessus à la fin de la campagne. Mais du coup, en fait, c'était un échange un peu de pistolero. Et je trouvais ça assez cool de vraiment de jouer ça un peu plus. Ça a été un moment un peu à part avec le côté un peu le côté duel de cow-boy, quoi. C'était en gros pile ou face, quoi. Ça s'est vraiment joué à ça. Et moi, j'étais cool avec ce truc-là. Je trouvais ça. En fait, tant que c'est. C'était ce qui était bien aussi avec toute la campagne et la façon dont le système il était à peu près branlé, c'était que même si c'était un échec, il se passait un truc, c'est-à-dire que c'était jamais genre c'est pas juste t'as raté. Là, c'était en gros, c'est lui qui a réussi et en fait, il pouvait choisir un peu ce qui se passait. Le fait qu'il me touche, qu'il me blesse, et moi, la contrepartie, c'est que je pouvais dire à quel point j'étais blessé ou quoi que ce soit, mais de toute façon, c'était lui qui remportait ce duel, et moi, je pouvais rien faire derrière, je pouvais pas essayer de le rattraper, de le retirer dessus ou quoi que ce soit, machin. Ça se décidait avant, on achetait les dés, et c'était cool, tu vois. À chaque fois, il y avait les enjeux étaient déterminés avant le GD, parce qu'on n'était pas sûr de savoir comment gérer le truc, et pour moi, c'était cool. Et jouer à secret ouvert avec les autres, c'était bien aussi, parce que
qu'on l'a déjà dit avant, tout le monde a bien respecté le truc et tout le monde a joué le jeu. Et de savoir en fait que toi en tant que joueur, tu sais le truc et tu peux pas faire cette action parce que tu es bloqué dans ton personnage, c'était assez. Moi, je trouvais ça très très cool à jouer et à regarder aussi, à vous regarder jouer, c'était très sympa. Je pense que ce qui a aussi, mine de rien, même si c'était pas calculé, mais ce qui a permis d'amener le PVP assez facilement, que ça n'a pas été trop frustrant, c'est que dès le début, il y avait un personnage, on savait que c'était un traître. Si au Ouais, début, aussi, ouais. il n'y avait pas eu un traître dans le groupe de base et que vous étiez restés potes, etc., bah, peut-être qu'au final, vous auriez eu moins cette dynamique de base de déjà savoir qu'il y avait des coups fourrés, et au moment où il y en a un qui décide de tirer sur l'autre, ça aurait pu peut-être être un peu plus frustrant, je sais pas. Peut-être, ouais. Là, comme dès le début, il y Voilà, avait une c'était sorte pas. de huis clos dans le bateau où chacun avait son propre agenda et tout, bah, en fait, c'est venu assez naturellement. Je suis même pas sûr qu'au début de la campagne, on se soit dit il y aura du PVP, quoi, en soi. Oui. Pourquoi Mhm. pas? Je me rappelle plus. Moi, non. Mais à un moment donné, oui, moi, je l'ai considéré. Après avoir joué, une fois que j'étais séparé, que je me suis retrouvé avec les autres, on se retrouve, surtout avec l'histoire de la bombe, là, j'ai dit, si jamais on se croise, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que moi, je vais tirer. J'hésiterais pas, ouais. Moi, j'ai réfléchi comment il serait mon personnage, en fonction de chacun de ceux qui seraient présentés. Yes. Une seule personne pour laquelle il n'aurait pas tiré, c'est pour Paka. Ouais. D'ailleurs, heureusement, Paka, lui, il était pas trop dans le PV parce que techniquement, c'était lui le plus fort en combat et pourtant, il s'est pris que des branlés. Enfin, sauf à la fin. À la fin, il a réussi à rattraper son honneur, mais. Fou. Ah là là. Et comment, J'ai ma comment revanche. ça se fait? Bah, c'est le seul qui a été sympa avec les autres. Si, je l'ai vu, tu sais, quand on s'arrêtait au début, on a fait un ravitaillement, il a fait des trucs sympas. Enfin, voilà. Je pense que c'est quelque chose ce qui aurait fait réfléchir ou hésiter. Par contre, il y en a un sans hésitation. Bon, ça, c'était fait direct. C'est un esclave, bam! Tu vas pas Dommage. l'arrêter, l'esclave. Et puis le capitaine fait, ah non, toi, je te sens pas, bam! Allez hop. Je pense aussi à une scène que j'avais bien kiffé, parce que moi, j'ai pas dit ce que j'avais le plus kiffé en termes de scène. Je pense, moi, un de mes moments préférés, c'est vraiment le moment où je me suis dit, c'est bon, la campagne, je vais pas du tout. Elle va pas du tout ressembler à ce que j'avais imaginé. C'est épisode 2. Le bateau. Le bateau avec lequel ils arrivent coule à l'épisode 2, en fait. En fait, il y a la station, là, sur la sorte de petite presqu'île. J'ai décidé d'y aller, et en fait, c'est parti complètement en couille. Et en fait, tout cet épisode-là, j'ai vachement aimé. Et c'est là que tout de suite, c'est parti en mode, ben, il va y avoir plusieurs groupes à gérer séparément. Et il y avait ce côté avec les talkie-walkie et tout sur cette scène où on n'arrêtait pas de passer du bateau à vous, au bateau, et où la situation est dégénérée, mais à vitesse décalée, on va dire. Enfin, moi, je pense que c'est ça un des moments que j'ai préféré, où je me suis dit ça va être cool parce que tout le monde jouait le jeu, quoi. Et tout le monde était patient quand c'était le tour de l'autre, etc. Et là, je me suis dit, là, on a un groupe, quelque solide chose. pour faire une sorte de petit récit choral tragique. Ça va être vraiment bien. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce que finalement vous avez pensé. Enfin, est-ce que pour vous, c'est habituel de vous séparer dans des campagnes ou des trucs comme ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait? Moi, je voudrais réagir là-dessus, en fait, parce que il se trouve que cette campagne, justement, par cet aspect-là, par l'aspect séparation et la possibilité du PVP, a vachement fait miroir à la campagne que je mène en ce moment. Où je vais pas détailler, mais en fait, les joueurs se sont trouvés séparés de manière assez drastique, fréquemment, et vraiment loin en plus, éloignés, des villes différentes, plusieurs jours de différence. Et au départ, quand j'avais lancé ma campagne, j'étais pas forcément friand. C'était un a priori de séparation aussi longue, aussi fréquente dans un groupe de joueurs. C'était déjà arrivé, hein, occasionnellement, mais j'y étais assez réfractaire. Et dans ma campagne, j'ai découvert que finalement, c'était vraiment sympa en tant que MJ, et je l'ai vérifié en même temps en tant que joueur dans la campagne des Genesis. Donc ça faisait vraiment miroir, Ouais. et c'était très intéressant d'ailleurs de le voir des deux côtés. J'ai pu aussi, ça m'a aidé d'ailleurs pour ma campagne aussi, parce que comme j'étais à la place d'un joueur, je pouvais m'imaginer comment ça se passait pour les miens, et donc adapter en fonction et essayer de voir peut-être ce qui était plus gênant ou autre. Et en fait, je passe les détails, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé l'idée de séparation. Je ne sais pas si j'aurais apprécié autant si j'avais été à la place de Findael, sans interaction avec les autres joueurs. Ça m'aurait peut-être manqué par contre. Ouais, c'est clair que Findael, lui,
Il s'est retrouvé Oui. en gros, à partir de l'épisode 3, je crois qu'on a fait 7 parties ou 8 parties. Dès le 2. Dans le 2, tu pouvais encore interagir parce qu'il y avait les talkie-walkie. Et d'ailleurs, ça c'était bien, Ouais, ça faisait mais- un rythme un peu frénétique. Mais dès l'épisode 3, tu n'avais plus de moyen de communication. Donc en fait, ton personnage n'a plus parlé aux autres personnages. Bon, une fois qu'il était se retrouvé dans l'eau, plus de talkie-walkie, de toute façon, il n'avait plus rien. Donc l'affaire était conclue. C'est à la fin du 2, j'avais plus de contact, plus rien. Ouais, c'est ça. C'est la D'un fin. autre côté, alors toi, tu es vraiment l'exception parce que tu étais tout seul. Donc ça, je pense que ça peut être parfois un problème pour le joueur qui se retrouve seul, même si au global, j'ai trouvé ça vachement bien, les dynamiques, et surtout qu'on était, nous, de notre côté, les 3 autres, on n'était pas toujours dans le même groupe. Parfois, j'étais avec Arulo, parfois, j'étais avec Paka, donc ça bougeait quand même. Et c'est vrai que quand il y a des petits groupes, et je l'ai remarqué aussi dans ma campagne, et ça a plu aussi à mes joueurs, chacun des joueurs brille à chaque fois, parce qu'il n'y a pas à se partager dans une scène. C'est impossible quand on est 4 au même endroit, que chacun ait autant d'exposition. C'est impossible. Donc là, en fait, ça veut dire que chacun est Ouais. acteur principal de sa propre scène. Quand on est sur un petit groupe comme ça marche. Moi-même, c'est pareil, je fais jouer Vampire Requiem une campagne, je fais jouer en fait au tour par tour. Alors quand je dis tour par tour, ça peut être individuel ou par groupe. Ça peut être un tout seul, 3 ensemble. Et en fait, ça marche très bien en fait. Ça peut être très intéressant. Il y en a qui aiment beaucoup, je leur demande si ça leur plaît. Et en fait, ils aiment bien l'ambiance que je mets parce que je fais pas jouer le truc classique mascarade basique qu'on connaît. Et ils préfèrent. Et en fait, chacun peut participer. Chacun peut faire des choses. Et comme c'est des petits groupes, bah forcément, 1 ou 2, c'est plus sympa. Ils brillent plus, il y a plus d'interaction. Il y a des réflexions, puis il y a des prises de décision aussi, parce que quand tu es tout seul, tu fais quoi? C'est ça, chacun va prendre des décisions, chacun va avoir un impact sur la narration. Juste un petit truc par contre que j'ai remarqué, et je développerai pas parce qu'il ne faut pas qu'on s'écarte du sujet, mais là on a eu la chance, et puis Hugo a aussi fait en sorte que ça se passe comme ça, que les différences temporelles soient pas trop importantes. Non. Moi dans ma campagne actuelle, je me retrouve sur une situation qui est assez tendax, c'est qu'il y a certains joueurs qui ont fait 5 jours de voyage. Pendant ce temps-là, l'autre qui lui a pas bougé, il a tout le temps de faire tout ce qu'il veut pendant 5 jours, alors que les autres vont faire 1 ou 2 scènes 5 jours plus loin, puis ils vont revenir. Comment on va faire pour rassembler tout ça quand il y a de l'avance? C'est une autre problématique que je soumets là lorsqu'il y a des séparations longues. Enfin bref. Mais Ouais, je des ellipses pense, temporelles à calculer. Oui. je me dis aussi que ce qui était pas mal, en fait, je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait, quand tu as un groupe de 4, 5, en général, il y en a toujours qui sont derrière en termes de prise de décision. Et donc, quand il faut prendre des décisions de groupe, il y en a toujours qui sont plus mis de côté. Le fait que vous soyez séparés, ça a aidé à ce que chacun ait sa part à jouer. Et d'autant plus que votre groupe, moi j'aime bien, idéalement, dans ce genre de campagne un peu narrative, pas axée sur l'aventure, la tactique, c'est pas un dungeon crawler ou je sais pas quoi. J'aime bien que pour qu'il y ait des interactions tout de suite, il y ait des relations dans le groupe. Et là, en l'occurrence, il y avait des relations hiérarchiques directes. Et si vous étiez restés tout le temps ensemble, il y aurait peut-être pu avoir, je crois même que c'était toi, les stats qui avaient fait remarquer quand on avait débriefé la première fois, il y aurait pu avoir ce truc de le capitaine, il prend un peu tout le temps toutes les décisions. Et en fait, le fait que qui aurait sûrement poussé à une mutinerie, etc. Mais ça, là n'est pas le sujet. Mais par exemple, pour un personnage assez loyal comme Paka, qui avait tendance un petit peu à obéir au capitaine, etc., le fait de se retrouver sans le capitaine assez régulièrement, ça l'a forcé aussi à faire ses propres choix. En fait. Ouais. Et c'est ce qui a permis aussi peut-être la confrontation avec Suwano, donc le chef des fléaux, parce que si le capitaine avait été là, la situation aurait peut-être pas dégénéré, tout ça. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait, Paka, de jouer un personnage littéralement loyal, bon, dans un groupe de chaotiques, pour reprendre les termes de Donjons et Dragons. Mais non, mais bon, mais rien que sur le pitch de base de la partie, on a d'un côté un capitaine qui veut jouer sur tous les tableaux, qui veut brain tout le monde, etc. Et de l'autre un traître qui lui c'est la même chose, mais pour faire capoter la mission. Et moi je me suis dit, je veux juste faire un personnage. Je m'en fous de la politique. Je suis juste un gars et je tape. J'ai pas voulu me prendre la tête, et moi en fait je me suis imaginé un bon petit soldat. Après oui, effectivement, en termes de jeu, oui, ça a été un plaisir de voir les autres réfléchir, et moi en mode
D'accord. Un moment que j'ai Et moi, je beaucoup, vous... Pardon. un moment que j'ai Non, beaucoup vas-y. aimé avec ton personnage d'ailleurs, Paka, c'est à la fin. Moi, j'aime bien mettre à chaque fois des dilemmes quasiment impossibles à résoudre pour forcer les gens à prendre des mauvaises décisions. Je sais pas, c'est un peu mon délire. Et du coup, à Oui. la fin, il y a la bombe qui explose. Paka, il essaye de repartir sur le bateau avec son équipage. Et pendant 5 minutes comme ça, je le travaillais au corps en mode ton bateau, il arrivera jamais à partir, sauf Ah non. si tu fais sauter des gens à l'eau, quoi, que tu élimines des mecs de ton équipage. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que même si j'essaie de te forcer à faire ce choix moral et de te dire alors qu'est-ce que tu fais, et ben jusqu'au bout, t'as été loyal. Et au final, j'ai fait ok, t'arrives à faire demi-tour et vous arrivez à rentrer. Mais au début, tu vois, je voulais te, je voulais te t'avoue que- tenir comme ça, tu vois. je t'avoue qu'il y a eu un doute. Hein. Je t'avoue qu'en plus, bah, tu l'as entendu, il y a un moment donné où j'ai dit bon, allez, vas-y. Bon, allez. Bon, non. Non, je le fais pas. Je retourne sur la terre. Tu me faisais penser tu m'as beaucoup fait penser à un de mes joueurs qui veut vraiment pas faire le mal. Et j'ai un joueur comme ça qui, même quand il se fait attaquer en traître par des saloperies, il n'arrive pas à les achever, ça le répugne et Mais il c'est est mon trop ami. gentil. Et ça m'y a fait beaucoup penser. Et je voudrais juste rebondir sur un truc que tu as dit. J'ai trouvé quand tu disais que d'un côté, il y avait le capitaine qui voulait manipuler tout le monde pour le bien de la mission et l'autre qui faisait la même chose exactement pour le contraire. Ce que j'ai aimé dans cette campagne aussi, sans que ça soit forcément prévu ou calculé, ça a été d'une symbolique quand même vraiment pas mal, c'est que ceux qui étaient voués à être les directs opposés, les deux ennemis, se sont retrouvés ensemble à essayer de désamorcer la bombe à l'épicentre et ils sont morts ensemble. Voilà, exactement. Trop mignon. Exactement. Et sans qu'il y ait eu des fusions d'ailleurs, hein, c'est pas devenu n'importe quoi, du faux, mais il y a un côté quand même vraiment sympa quoi, là-dessus. C'est vrai que c'était excellent le moment où finalement le personnage de Lestat Malik, il arrive, il trouve Harulo en train de désamorcer la bombe qu'il compte utiliser sur Lestat en fait. Mais Ah oui. il veut pas l'utiliser là maintenant parce qu'il veut tuer le maximum de monde possible vu que c'est une enflure. Et là, elle est pas bien positionnée, elle va pas faire assez de kill. Et genre, tu sais, t'imagines bien vraiment la petite caméra, je sais pas si c'est le bon terme, un peu champ contre champ. Tu sais, d'abord tu vois Harulo comme ça qui est en train d'essayer de désamorcer la bombe. Ensuite tu vois son maître qui arrive derrière, il fait qu'est-ce que tu fais? Enfin, Mais ouais. c'est la pub pour les 3D. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah là là. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'était. fort. Pouf, Mm. que d'émotions. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous voulez aborder ou on en reste là parce qu'on a commencé tard? Mais il y a peut-être ça fait moins d'1 heure. Donc est-ce qu'il y a un truc dont Ouais. vous voudriez parler, une scène, un truc? Vous n'avez pas parlé de trucs qui auraient potentiellement pu vous décevoir? Alors que- Ah ouais, moi il y a, Ouais, il y a un truc, moi il y a un truc qui m'a déçu, c'est que il y a un moment, il y a eu le, comment dire, je me suis monté un peu le bourrichon tout seul. Il y a le personnage, j'ai trouvé une espèce d'exosquelette, et moi dans ma tête, je me suis dit, ah, je vais faire un Terminator comme ça, et comme ça, je vais pouvoir le contrôler à distance, et je vais tout casser à l'intérieur. Et du coup, j'ai cherché des pièces, donc j'ai passé beaucoup de temps, tu vois, et ça a été, tu vois, moi, j'ai eu un petit moment de frustration, tu sais, genre, j'essayais, tu vois, je faisais des jets, tu vois, ça marchait pas, j'essayais de trouver des bonnes solutions, tu vois, je me suis dit, ah, ça, c'est une bonne idée, ça marche, et puis du coup, ah, ça fonctionnait pas. Et donc, à un moment donné, je devais retourner en ville pour trouver l'élément qui allait me permettre, et finalement, j'ai trouvé la bombe entre les deux, et puis la mort m'a trouvé ensuite, malheureusement, mais du coup, ouais, petite frustration sur le robot, j'aurais trop voulu balancer un Terminator, ça m'aurait fait kiffer. Ouais, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Dead Genesis, en fait, il y avait un Hamsumo qui était dans la station qu'ils ont prise dès le début. Et il me semble que tu faisais des réussites avec complications, grosso modo. Ouais, Et c'est donc, ça. je te disais, oui, tu vas pouvoir le rallumer, etc. Mais il te faut une pièce supplémentaire. Et c'est vrai que potentiellement, si l'échange de tir avec Dalba s'était passé autrement, tu serais retrouvé avec une bombe plus un Hamsumo, mais ça n'est jamais Ça arrivé. aurait été génial. Ça n'est jamais Mais arrivé. t'as jamais fermé la porte, tu vois. J'ai quand même pas mal forcé ce truc-là et tu m'as jamais fermé la porte. Donc ça par contre, c'était cool, tu vois. Petite déception de ne pas avoir réussi à le faire, mais par contre, cool parce que tu m'as toujours laissé la place. Ce qui aurait pu se passer, c'est que si tu avais réussi ton jet de dés, tu aurais allumé le Hamsumo
quand juste après la négociation avec Slimane, c'est genre les stats, C'est ça. il réussit enfin son premier GT. Il arrive à set up toute une situation et toi, t'allumes juste un robot qui tue tout le monde. Ça aurait été pas mal. Mais Et tu vois, et aussi, petite je préfère déception, la c'est version que de la bombe. j'aime bien les deux versions, auraient été très marrantes. Tu vois, genre, ce qui s'est passé pour. Moi, je l'ai su qu'à la fin de la campagne, que en gros, que c'était, entre guillemets, ma faute, tu vois, la faute de mon personnage, qui avait conditionné l'exil de Findale. Parce qu'en gros, à un moment donné, quand on arrive dans la station, genre, on repère des jet skis. Et moi, à ce moment-là, je me dis, je cherche des options pour me casser le plus vite possible. Donc, en fait, moi, je me dis, un jet ski, nickel. Donc, je prends les clés pour me dire, quand je vais devoir revenir, je pourrais me casser. Et en fait, c'était genre les clés du bateau pour aller chercher potentiellement, pour lancer l'équipe de recherche pour potentiellement retrouver Findale. Mais et en fait, ça, je l'ai compris. Je crois que j'ai dû rater ce moment-là. Et en fait, je l'ai compris à la fin de la campagne. Donc, moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai compris ça. J'étais là, merde. Mais c'est vrai que, Ouais. en fait, dans ma tête, dans mes souvenirs, j'ai dû reconstruire a posteriori. Je me disais que tu avais volé les clés exprès pour saboter le bateau qui allait chercher Findale. En fait, non, tu avais Alors que volé non, en les fait. clés pour prendre le bateau. Et ensuite, les stats, il t'a dit on part en ville à 2, vu que tu es mon traducteur. C'est ça. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, bah, l'équipe qui doit aller chercher Findale va partir. Puis là, je me suis dit bah Ouais. non, ils n'ont pas les clés. Donc en fait, c'est même pas volontaire. C'est ça le pire. Ouais, c'est Et ça. du, Mais du tu l'as coup, dit, en après, plus, on se souvient. Tu L'effet avais dit un papillon. truc comme ça. et du Ouais, coup, oui, après, Je prends les clés au cas où pour pouvoir avoir un moyen de transport. Tu l'avais dit, et ça, je m'en souviens Ouais. très bien. et du Mais en coup, réalité, après, ça moi, s'est c'était mon inversé. C'est du ça, coup, et ça du fait coup, et du- ça t'a mis un coup de couteau dans le dos, tu vois. Donc, en fait, tu posais de mon personnage, c'était sur le plan parfait, mais moi, je savais rien du tout. et du Moi, coup, le regret que j'ai, c'est la bombe. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de bombe et que je puisse faire quelque chose avec le groupe qui était là, histoire d'arriver avec un autre groupe. Et boum, je veux arriver en scène avec toute une autre faction, avec d'un seul coup une nouvelle problématique, et des autres choses à négocier, avec le personnage central qui justement revient avec quelque chose d'autre. Et on va dire, ah, Dalba, il revient dans la partie, mais il a un rôle à jouer. Et en fait, j'ai eu un rôle plus mécanique qu'un rôle d'interaction. T'aurais pu faire péter la bombe Mais chez les ça a autochtones. correspondu. Comment? T'aurais pu faire péter Oui. la bombe chez les autochtones. En fait, Ouais, mais je pense je que voyais pas l'intérêt, c'était pas très logique. Findel, je vais te rejoindre sur un point, mais là, je sors un peu de mon intérêt personnel parce que moi, de mon point de vue, encore une fois, au global, j'ai trouvé que la bombe était un ajout, Oui. et ça aurait pas été la même chose si j'avais été toi. Et en fait, je me dis, alors ça va paraître peut-être un peu trop péjoratif, mais c'est pas l'idée, mais tu avais plus le rôle presque d'un PNJ. Du Oui. point de vue du groupe, j'entends, hein, et c'est vrai que ce que tu dis, j'y avais pas pensé. S'il n'y avait pas eu de bombe, je parle surtout à ton niveau, et que tu étais venu avec une autre faction qu'on n'a finalement pas rencontrée, ça aurait pu rajouter une nouvelle dynamique de faction, un nouvel élément à enjeu, et là, tu aurais pu prendre une part active. Donc c'est vrai que si j'avais été à ta place, je pense que c'est peut-être ça que j'aurais pensé aussi. Moi, je m'attendais à ça, en fait. C'est pas idiot. Mais du coup, est-ce que vous avez eu l'impression de dirigisme dans ce cas-là? Est-ce que pour vous, le fait que la bombe, tu t'es senti obligé de te servir de la bombe, etc.? Ouais. J'aurais préféré avoir une. Je me dis, si j'ai pas eu l'ouverture, quoi. Je veux dire que le seul choix que j'ai, c'est une bombe, et quoi d'autre? Tu vois, j'ai Ok, pas ouais. eu d'autre chose. J'ai pas eu. J'ai pas eu T'aurais préféré que je te d'interaction tende qui une permet. perche, en fait. Ouais, j'aurais pu avoir d'autres choses, discuter avec d'autres gens, qui auraient pu me proposer quelque chose. Moi, j'avais dit, tiens, je peux être utile, j'ai montré que j'ai certaines compétences. Bon, évidemment, la bombe, c'est logique, d'un point de vue technique, mais ils auraient peut-être pu dire, ouais, mais avec lui, on peut peut-être faire quelque chose d'autre. Ou peut-être pas forcément une bombe, mais quelque chose qui pourrait avoir un poids que s'il arrive avec les autres, il dit, mais ils sont ennemis, ouais, mais nous, on a quelque chose qui peut faire, ah, ils ont quelque chose qui va faire réfléchir. On va Enfin, discuter peut-être avant. parce que j'étais extérieur, parce que j'étais extérieur, mais moi, j'ai pas eu la sensation que tu avais été obligé. D'ailleurs, quand tu as choisi cette voie-là, moi, je me suis dit, tiens, euh, il veut y aller, quoi. Et parce que voilà, je me suis dit, tu aurais pu négocier avec eux, dire, attendez, la bombe, c'est peut-être un petit peu extrême, les gars. Mais j'étais pas à ta Ah, place. Mais j'ai pas senti que ça t'était imposé, ce Ouais, choix-là. en fait, c'était implicitement imposé enfin, implicitement. Parce qu'en fait, à ce moment-là, toi, tu voulais gagner la confiance de la tribu. Du ouais, coup, c'est on t'a ça. proposé, oui, il y a une bombe. Est-ce que par hasard, tu l'aurais pas? T'as dit oui, pas de souci. Et du coup, de fil en aiguille,
Ouais, parce que toi, si on C'est un te peu ça, propose de ouais. gagner la confiance de quelqu'un et d'amener une bombe atomique sous une ville, tu le fais, toi, ça te paraît Oui, logique. C'est ça ou mais jamais, hein. Dans le il est monde son de personnage. Genesis, oui. Bah, Voilà, sur le moment, quand t'as pas de moyens, t'as les gens qui peuvent te tuer. il est on va te dire, mécanicien. Ouais, mais Ah, mécaniciens, Ouais, les gens j'entends. qui vivent, ils ont été virés de leur ville, ils vivent dans la forêt, enfin, ils sont démunis. Est-ce que je vais vraiment leur servir? Oui, à une bombe. Oui, mais J'entends. comme c'est toi qui l'amenais, à la fin, tu aurais peut-être pu ne pas la déclencher finalement. C'est Puis possible. t'as vu le truc grandiose de oui, je veux être un héros, enfin être un héros, donc Ouais, Bah, c'est je pour me ça. suis dit, grande chose, c'est peut-être grande ça mon explosion. destin, parce que si se trouve, j'ai pas. Pif, paf, pouf. Je dis c'est comme ça, je vais faire table rase, ça me permettra de repartir, puisque de toute façon j'ai négocié un truc qui va faire que bah, tout mon groupe, bah, on va récupérer, voilà, pendant qu'eux ils seront contents, ils ont leur ville, nous on récupère, on a un bateau, on fait le plein, on s'en va, et on rentre chez nous avec plein de richesses pour les ferrailleurs de les gens avec qui je vis normalement. Il faut que tu T'avais un l'acceptes. truc à gagner quand même. Oui. Et surtout, t'avais un truc à pas perdre, c'était de pas te faire trucider par les gars qui t'avaient capturé aussi, parce que tu t'es retrouvé. En fait, le truc qu'on a pas dit aussi, c'est que les mecs sont venus te trouver dans un endroit où t'étais vraiment pas du tout en sécurité, et tu t'es retrouvé un peu, bon, bah d'accord, je vous suis, quoi. Et à un moment, ils se disent, tiens, toi, tu répares ça, d'accord, ok, mais vous avez vu, je sais faire d'autres trucs, ok, tu vas amener à la bombe. C'est C'est marrant. plus comme ça que ça s'est passé, quoi. C'est marrant parce que moi, je le Ouais. voyais vraiment pas comme ça. En gros, je me suis dit, encore une fois, Bah, j'aime je bien l'ai poser appris. un dilemme genre ultra étrange, c'est-à-dire que ton personnage veut être riche, donc je te dis, tu peux devenir riche, mais tu dois aller poser une bombe atomique dans une ville. Et en Oui, fait, c'est ça. après, voilà, c'est un choix moral. Mais moi, de mon point de vue, j'avais pas essayé particulièrement de le jouer en mode si tu refuses, ils vont te tuer. Mais c'est peut-être que tu l'as perçu comme ça et que du Ou coup, ça n'a pas été dit. tu as été dirigé, entre guillemets, par comment tu voyais ton personnage. En fait, comment tu voyais que ton personnage il interprétait la situation. Et c'est vrai que une fois que tu as commencé à te mettre en marche avec la bombe et tout, je pense que j'avais. Enfin, je pense entre chaque session, je te demandais quand même, ça te dérange pas hein, d'être tout seul comme ça. Et puis, parce que, tu vois, pour savoir si je te tendais une perche. Mais en fait, je me disais que jusqu'alors, en fait, la cohérence avait été respectée par tout le monde dans le fait que je sais pas que les autres sont en vie, je sais pas que machin, on sait pas que lui il a la bombe. Et donc je me disais, si je lui tends une perche maintenant, ça fait un peu, à l'inverse, une sorte de dirigisme inversé qui est je te donne, sans que tu te la crées toi-même, la porte de sortie qui va te permettre de ne pas utiliser la bombe. Mhm. Mais bon, voilà, on va pas. Oui. C'était une autre manière de gérer la situation. Mais c'est intéressant quand même que tu me dis ça. J'aurais pu peut-être effectivement te proposer une porte de sortie, genre ne serait-ce que mettre un PNJ. En plus dans le camp, j'en sais rien, qui essaye de défendre une autre manière de résoudre la situation et auquel du coup tu aurais pu t'allier avec lui, tu vois, pour ne pas faire péter la bombe, genre créer une division dans la faction, quoi. Ouais, faire quelque chose. Par Bah, exemple. c'est-à-dire que j'ai réfléchi, j'ai essayé de réfléchir en me disant, ouais, cette histoire de bon, ça me saoule. Est-ce que je pourrais. Je trouvais pas quoi trop proposer d'autre. Enfin, je dirais presque, bah, je vais faire ça, quoi, parce que j'ai rien trouvé d'autre. Mais t'as quand même J'ai pas flingué à senti rouleau dès que tu que- l'as vu arriver. Hein. La bombe n'était pas encore allumée. Oui, ouais. T'as dit, je le vois arriver, j'allume la bombe. Je pense que ça, c'est. Non, je l'avais déjà enclenché. J'avais déjà Ça enclenché. montre, ça montre une chose, c'est que je pense que, bah, on n'a pas toujours le temps, hein. Les discussions entre les sessions, ça peut marcher. Hugo, moi je suis comme toi, j'adore les dilemmes où il y a pas une réponse parfaite. Je fais ça tout le temps dans mes campagnes et en ce moment on a le sujet, en ce moment même avec, j'en reparlerai du parallèle, mais avec mes joueurs qui sont en train de débattre sur ce qu'ils vont faire parce que quoi qu'ils choisissent, il y a un truc qu'ils vont payer. C'est nul. Et ça c'est excellent. Et en fait, j'ai même dit ça à un de mes joueurs récemment. J'ai dit, moi, je construis les campagnes de sorte qu'il y ait plein de conflits d'intérêts, justement pour qu'à chaque fois ça grince. Bref, peu importe. Et pourquoi je dis ça? Parce que parfois, mes joueurs, ça peut arriver ils se sentent, ils savent pas trop. Et en fait, le fait d'en discuter entre les séances, ils me demandent mon avis. Alors, je leur donne pas de solution ou autre. Et en fait, j'en ai pas non plus. C'est ça qui est marrant. Je réfléchis avec eux. Et le fait d'en parler avant, de décortiquer le truc quand il y a vraiment un point de friction où ils savent pas, ils se sentent un peu bloqués ou autre, ils m'en parlent, je pose des questions et c'est même pas que j'essaie de les aider, c'est que je réfléchis en même temps qu'eux en fait, et ça débloque des situations et ça évite parfois des malentendus. Bon, on en a tous eu, hein, c'est aussi pour ça que je le fais maintenant parce que c'est déjà arrivé, de se dire le gars il se sent forcé et, et on s'en rend pas compte. Et ça arrive dans c'est à mon avis, c'est à double tranchant les dilemmes moraux. Je trouve ça génial, Mhm. mais ça peut mener parfois
à une situation où on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne s'est pas bien croisé, et voilà. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, en fait, ça n'a rien à voir, c'est sans transition. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé par rapport à d'autres parties où j'aime moins ça. Je sais pas trop l'expliquer pour le coup. C'est que ça m'a pas trop gêné en fait dans cette campagne les moments où vous faisiez des plans. Peut-être parce que déjà c'était en général dans vos personnages. Il n'y avait pas trop des moments méta. Ils sont passés un peu entre les parties. Ça c'est pas mal aussi. Mais ça m'a pas trop gêné d'être spectateur de ça et j'arrive pas à expliquer pourquoi. Peut-être parce que c'était que des plans foireux, je sais pas. Enfin, c'était Comment oses-tu non, non, dire une chose pareille? pas foireux dans le sens, mais qui demandait une combinaison de facteurs pour qu'il se passe bien, qui était Surtout assez que les- amusante, quoi. Je sais pas comment dire. Surtout que les facteurs qui sont arrivés, c'est les facteurs pour casser le plan. Alors oui, on a une armée de 20 soldats. Le soldat qui arrive, c'est moi, ayant perdu la tribu. Ah oui, effectivement, oui. Vous Ah, avez c'est des vrai que ça, soldats, oui. c'était excellent. Il y a tout un passage où Malik, il fait croire qu'il a une armée de fléaux derrière lui et tout. Ah, Et genre vraiment un truc imposant, alors qu'en vrai il a perdu la moitié de ses hommes et tout, et que pendant ce temps-là, en fait, il y a eu de l'ironie dramatique à tous les moments. C'est vraiment ça que j'ai adoré dans cette campagne, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une scène quelque part, de l'autre côté, c'était et que quelqu'un faisait un plan en comptant sur le fait que les autres personnages ils s'en sortent, les autres personnages s'en sortaient pas. En fait, quand il y en avait un qui commençait à réussir à remonter, il disait oui, on va arriver avec une armée, son armée est en train de se faire détruire de l'autre côté. Et genre, au moment où les stats, tu faisais oui, j'ai des hommes qui attendent à la station et tout, c'était le même moment où Talba il se faisait tabasser à la lutte gréco-romaine, genre dans le sable, par ses potes. Enfin, c'est vraiment. Mais ça, moi, j'ai vachement apprécié, mais je me permets encore une fois de réagir dessus parce que, et vraiment, ça, c'est un des avantages de cette campagne, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est tous les parallèles que j'ai vus, pas en termes de scénario, mais en termes d'enjeux de MJ et joueurs et tout, par rapport à ma campagne. En fait, donc j'avais le côté joueur, le côté MJ, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai remarqué un truc, justement, à ce sujet-là, c'est que je pense que ça marche pas pour tous les joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs qui, à mon avis, qui apprécieraient pas autant une pression constante comme ça et un côté où à chaque fois tu retombes un peu dans la merde. Moi, je fais beaucoup ça. Et même au sein de mes joueurs, il y a des différences dans l'appréciation dans le fait d'apprécier ce genre de truc. Et donc, je dois un peu le modérer. Et parfois, je m'en suis rendu compte un peu tardivement. Où je pense que certains joueurs se frustreraient vraiment au point de dire: «Attends, MJ, on fait le truc et en fait, ça marche jamais». Donc, je pense que ça nécessite une certaine approche du jeu qui est pas forcément la même, même autour d'une même table. Alors là, j'ai eu la sensation qu'on était tous à peu près dans les mêmes sphères, mais bon, je pense qu'il faut faire attention parfois, que les joueurs se frustrent pas sans le dire, surtout s'ils voient que d'autres s'amusent. Je pense que le fait qu'on soit parti dès le début en mode c'est une petite campagne, ça a aidé. Absolument, ouais. Et aussi qu'on était parti sur pas une trop grande longueur. Et le fait que dès l'épisode 2, ce soit vraiment ultra tragique, ça a posé le ton de la suite en fait. Le débarquement là sur la station, ça aurait pu se passer complètement différemment. Mais le fait que le bateau coule dès l'épisode 2, c'est ça qui a posé le ton de toute la suite, je trouve, en termes de ton, littéralement. T'as le naufrage du Titanic, mais au début du film, quoi. Donc tu te dis, bon, bah ça va pas bien tourner. Parce qu'en fait, en plus, ça faisait que vous aviez pas de moyen de repartir. Donc moi, je me suis dit, mais c'est quoi cette campagne, tu vois? Vous arrivez dans un endroit, votre objectif de base, c'est de récupérer des ressources et tout. Votre bateau, il coule, deuxième épisode. Mais clairement, si ça avait été une campagne plus longue, effectivement, je pense que la pression, elle aurait été un peu abusée. Mais ce qui marchait bien, c'est que je pense aussi, on jouait toutes les semaines et pendant une partie pas trop longue. Si tu vois, la partie, elle avait lieu, je sais pas, tous les mois, et que tous les mois, t'arrives pour ta partie et tous les jets de dés, Ça rate. tous les jets de dés, toutes les situations, elles tournent mal. Tu peux être un peu en mode, bon bah, on se voit le mois prochain pour se prendre des bagnes. Allez. Bonne Ouais. soirée. Oui, il y avait un truc, ce que tu demandais, donc ce qu'on avait un peu, moins aimé, c'est plus simple. Je t'en avais déjà parlé, mais je vais la redire officiellement. Alors, je vais faire ma pleureuse, mais d'un autre côté, je tiens à dire que moi, les échecs en jeu de rôle et tout, ça me va, il n'y a aucun problème. En revanche, on fait un perso, on a des traits et tout, et tous les moments où je pouvais utiliser des traits qui font les qualités du perso,
j'ai foiré absolument tous mes jets, mais vraiment du début à la fin. Il y en a qu'un que j'ai réussi à un moment, OK, qui était important. Encore une fois, j'ai aucun problème avec le fait de foirer des jets et que les jets de dés amènent des complications. Enfin, je vois le jeu de rôle de la même manière. Mais il y a un moment, c'est tellement tout le temps, pas de bol, c'est statistique, hein, là j'avoue, que j'aurais aimé une petite ressource, même presque 2 petits points, je sais pas, que je puisse utiliser pour relancer un dé ou un truc comme ça, pour que au moins une fois ou 2 sur les éléments qui font que le personnage il est bon. Je sais pas, j'avais comme trait, j'avais, stratège, charismatique ou un truc dans le genre, peu importe et à chaque fois, ben, au moment où j'avais cette occasion d'utiliser ça à la force du personnage, bah, je je faisais de la Ouais. merde systématiquement. Ouais, surtout ton, Ouais. ton personnage était très dans le roleplay, c'est-à-dire que tu étais dans la magouille tout le temps en mode Ça, oui, mais ça vous dit on fait comme ça, comme ça, comme ça. Le jet dédit, non. À voilà. chaque fois. C'est horrible. En fait, À c'était chaque ça, fois. c'était le fomenter un plan et le jet de dés faisait foirer au moins en partie. Encore une fois, hein, j'ai rien contre ça, même, si ça arrive 70 du temps parce qu'on a fait des jets de merde, c'est pas grave. Mais d'avoir une petite ressource sur une campagne, qui a duré Mmh. un peu plus ce qu'on avait pensé quand même, c'est vrai que ça aurait été, pour une fois ou 2, être sûr qu'il y ait une des scènes qui fonctionne, quoi. Ouais, ça m'a amené à réfléchir justement sur le fait de. En fait, il y a très peu de jets de dés. Ouais. Et donc, quand tu as très peu. En fait, la manière dont on a utilisé le système, c'était vraiment. On joue la scène et au moment où il y a le tournant, il y a le jet de dés. C'est pas je jette un dé, puis je rejette un dé, puis je rejette un dé jusqu'à ce que je réussisse ou je sais pas quoi. C'était vraiment. Tu fais toute la négociation. À un moment donné, Slimane, il dit je vais réfléchir. Il part. Et à son retour, tu jettes le dé pour voir qu'est-ce qu'il advient de la réflexion qu'il a eue après cette négociation. En fait, comme il y avait très peu de GD et que tu les ratais tous, c'est vrai que c'était un peu horrible. Et effectivement, je pense qu'à l'échelle d'une campagne comme ça, il aurait fallu peut-être pas une ressource, tu vois, parce qu'une ressource, comme il y a trop peu de GD, enfin, pas une ressource, une trop grande réserve, tu vois. Il aurait fallu Non, avoir non, voilà, bien sûr. genre un truc où une fois tu peux décider que ça marche, tu vois, quelque chose comme ça. Parce que si on avait trop, vu le peu de nombre de GD, en fait, il y aurait jamais eu d'échec, quoi. Donc Bien sûr. il aurait fallu calculer un peu, et je pense que un petit, une sorte de point de destin, quoi, ça aurait fait l'affaire. Ouais, ça, oui, voilà, ouais, c'est un détail. moi, la détermination, comme dans Star Trek, c'est pas mal. T'en as peu, mais effectivement, pour leur gagner, il faut activer quelque chose en négatif. Hein, tu repayes pour le récupérer, mais d'un autre côté, tu peux l'utiliser. Et genre, tu l'utilises, c'est automatiquement, tu fais 1 sur ton dé d'un, parce qu'il faut faire le plus petit possible. Et 1, c'est genre 2 succès. C'est-à-dire, tu assures au moins 2 succès. C'est une tâche standard. Donc, si tu considères que c'est un truc standard, tu dis, tu as ça d'acquis. Et ça, c'est intéressant. Ça gagne pas tout, mais tu te dis, ça peut te donner un petit boost. Ouais. Bah, ça aurait pu servir aussi à Paka pour affronter Suano la première fois. Ça Par va, exemple. j'ai eu un rematch, ça a marché. Le rematch a marché, c'est bon. Ouais. C'est bon. Mais imagine le rematch rematch était avait beau. foiré, Ouais. ça aurait été un peu frustrant. Et en fait, il y a une Mais- limite entre chialer parce que tu foires un jet de dés et que des fois ça se passe mal, ça c'est une chose. Mais il y a en fait, tout rater et que ton perso ne puisse jamais briller parce qu'il définit. Ça peut être chiant. Ouais. Après, bon, c'est les Bah, statistiques. en fait, après ma première défaite, pour pas dire branlée, on a. En fait, je savais que à un moment donné, il fallait qu'il y ait un rematch. Et en fait, je pouvais pas dans ma tête, ou en tout cas dans la tête de Paca, on pouvait pas revenir en mode encore. Non, fallait ajouter un truc en plus. Et du coup, c'était le truc de bah cette fois-ci, c'est un deathmatch. Mais du coup, durant toute la scène entre ma défaite jusqu'au prochain combat, j'ai eu un peu une phase de deuil en mode peut-être je vais mourir. Peut-être je vais mourir. donc en vrai, ça a été. Mais En fait, Ouais, moi je trouve que ça J'ai ça son ajoutait vachement passé. de tension, quoi. Justement, tu parlais de ta scène. Enfin, moi je trouve que vos deux scènes, et même moi aussi quand je faisais mes bidouillages, je trouve que le fait que t'aies toujours une tension de pas savoir si ça va marcher ou pas, et que même ça rate, en fait, tu te dis, tu ressens quand même l'espoir, tu vois. Moi je sais que pour le personnage de Paka, j'étais comme ça, putain, faites qu'il gagne, parce que quand il se prend des grosses pêches là, tu fais, oh, il va se faire tuer, c'est sûr.
c'est sûr. Et du coup, moi, ça m'a fait vachement écho parce que Ouais. du coup, tu vois, comme mon personnage il avait vécu un peu cette scène de tabassage, tu vois, et que j'avais réussi à un moment tenir la dragée haute et que, en fait, en gros, moi, je me suis retrouvé devant vraiment la situation où j'ai une grenade à la main, il y a tous les fléaux qui m'entourent et c'est soit en gros, je fais péter la grenade et vous mourrez tous avec moi, mais après je peux plus rien faire, ou en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai jeté, et je me suis fait défoncer la gueule, mais j'ai quand même gagné un truc. Après, j'étais le petit rat de Swano, du coup. Mais je trouve que le fait de. Je suis d'accord avec toi sur le fait ça peut être frustrant de rater tes actions, mais quand même, moi de mon côté, tu vois, en tant que joueur avec vous, tu vois, moi, il y avait une tension à chaque fois de me dire, putain, est-ce que cette fois ça va marcher, quoi? Est-ce que enfin son plan va réussir? Parce que Alors toutes les peut-être. négociations, les trucs, les machins, tu vois, tu te dis, il Ouais. faut que ça marche. Et quand ça a marché à la fin, c'était génial, parce que du Puis coup, c'était de la merde, de la merde, de la merde, et ouais. Ouais. Et Puis en boum, plus, Mais ça, et boum. c'était génial. Et Franchement, c'était trop je me bien. je me rappelle d'un plan qui a failli marcher, mais pour les mauvaises raisons. Ah bon? C'est-à-dire que dans la même optique vous avez une armée, oui, regardez, il est là. Et moi Paka qui arrive en mode tout blessé. Il y a eu une preuve de cette armée qu'on avait. C'était en fait les bateaux qui sont arrivés plus tard, qui en fait étaient le frère de Malik, qui en fait n'était pas là du tout pour aider, mais ça a fait croire au clan des gens qui étaient des locaux, ça leur a fait Apocalyptique. croire que, Tu vois, que c'était vrai. ça a Donc, cliqué une Pas confiance, ça. longtemps, pas longtemps parce que en bah fait non, ça leur a fait croire. Je me suis quand même retrouvé dans leur geôle et j'ai dû leur dire qu'ils venaient me chercher moi. Donc ça a pas duré très longtemps quand même oui, ce mais- leurre. Mais en fait, quand j'entends tout ça, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tu te dis, si la mécanique, elle avait été un petit peu différente. En fait, moi, je trouve qu'au global, l'expérience, elle était vraiment ouf. Euh, et en fait, en faisant en gros, changer la mécanique ou changer un petit truc, ça aurait tout changé. Parce qu'en fait, il y avait très peu de jet de dés. Et donc, si par exemple, il y avait eu un point de destin au moment où Paka il avait affronté Swano, il aurait peut-être battu Swano la première fois. Et ça aurait fait, au final, peut-être une histoire un peu moins stylée. Mais bon, c'est les jets de dés. T'aurais pu aussi juste jeter les dés et le battre, tu vois. Et ça aurait peut-être fait une histoire moins stylée aussi. Et de la même manière, le fait que tu perdes la première fois et qu'il y a un rematch, ça aurait été horrible que tu perdes la deuxième fois. Donc là, on aurait pu se dire pour la deuxième fois qu'il faut qu'il ait le point de destin, tu vois. Mais si tu avais eu le point de destin avant, il n'y aurait peut-être pas eu de rematch. Tu l'aurais peut-être utilisé au premier combat et ça aurait tout changé, en fait. Comme il y a très peu de Ouais. GD. Donc en fait, c'est ça, que ça souligne, tu vois. Intensité C'est pareil dramatique. un peu l'histoire de la bombe et tout. C'est que je me dis, en fait, globalement, on fait un peu de la réécriture a posteriori. Et les frustrations, elles sont sur des moments. Comment dire? L'échec a grave fait bouger les lignes en fait. Ouais, À voilà. chaque fois, c'est ce que je voulais dire aussi, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est qu'à chaque fois qu'en fait ça marchait pas, il y avait quand même des tas de trucs qui se passaient, et puis même si en fait nos personnages entre guillemets s'enfonçaient, il y avait toujours un truc qui était réalimenté derrière. Non mais c'est ça, c'est que là pour le coup c'est toi MJ qui tu faisais pas en sorte que ce soit rédhibitoire. Voilà, je veux pas non plus peindre un tableau noir, c'est pas ça. Mais justement, c'était des C'est échecs, bien. mais c'était pas des échecs, c'est terminé, c'est fini. Non, ça foutait la merde, mais ça continuait quand même. Et en définitive, effectivement, nonobstant la bombe atomique à la fin, franchement, le succès était à portée de main, ce qui est encore plus rageant et excellent à la fois. Mais au final, ça aurait marché. Je suis d'accord avec toi. S'il avait gagné le combat contre Swano au départ, tout ça, alors peut-être qu'on peut, je sais pas, imaginer un point de destin qui arrive un peu plus tard, qu'il faut attendre 3 séances avant d'avoir un premier point de destin ou un truc comme ça, histoire que la tension puisse monter et que les complications puissent s'amonceler, j'en sais rien. Mais bon, Il y aurait c'est pu avoir un truc comme ça, genre, effectivement. Coup de pouce. Mais d'ailleurs, et peut-être on terminera là-dessus, parce que sinon on va s'épancher pendant des plombes. Qu'est-ce que vous avez pensé justement du fait, alors il y en a peut-être parmi vous qui jouaient déjà comme ça, mais du fait de jouer avec finalement très 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 peu de jet de dés. Enfin, en fait, de résoudre... Il y avait très peu de granularité dans les scènes, mécaniquement parlant, on va dire. Tu sais, une scène, elle n'était pas résolue par 4, 5 GD. En général, elle était résolue par 1 GD, sauf les duels, justement, à chaque fois, entre Suano et Paka, où c'était toujours en 3 manches, entre guillemets, pour faire monter, descendre. Parce que je trouve que, je vous donne mon opinion, l'avantage, c'est que ça coupe pas le roleplay pendant longtemps, et c'est qu'au moment du twist où on se pose, on passe un peu en mode méta, on dit ok, c'est quoi un peu les points de chaque camp, et qu'est-ce qui va se passer, et c'est forcément très dramatique ce qui va arriver. Et d'un autre côté, comme il y a moins de jet de dés, effectivement, ça crée
ce déséquilibre pour celui qui a pas de chance au dé, quoi. En termes de probabilité, il a moins de chance. Comme tu jettes pas 15 fois les dés dans la partie, si tu rates tes 2 jets de dés, quoi, c'est chaud. Et je me pose vraiment la question, parce que là, j'ai commencé à modifier un peu à réfléchir à des règles alternatives pour 2d6 plus bullshit, parce que c'était un peu une sorte de proto 2d6 plus bullshit qu'on a fait, pour, par exemple, rajouter des points de vie, tu vois, pour qu'il y ait une jauge qui se vide, qu'on voit un peu plus les trucs, mais ça veut dire que ça nécessite plus de jets de dés pour arriver à des conséquences dramatiques, du coup. Parce que finalement, des points de vie, c'est ça. Hein. C'est juste un truc qui temporise le moment où il va se passer quelque chose de dramatique, qui va peut-être être la mort ou une blessure grave. Moi, j'aurais un commentaire là-dessus, parce que je pense qu'il y a un truc que tu as vachement bien fait et qui aurait pu être exploité pour d'autres trucs. Pas forcément à chaque fois. Hein. Déjà, je tiens à dire que moi, le fait qu'il y ait peu de GD me gêne absolument pas. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, avec les combats justement de Swano et Paka, tu les faisais par étapes. Il y avait des étapes dans le combat. 3. C'est pas beaucoup, 3. Mais il y avait quand même une idée d'étape et la situation changeait dans le combat à l'issue de chaque étape. Ça, narrativement, c'est vachement puissant. Et je trouve que moi-même, je suis en train d'essayer de me forcer à l'appliquer en ce moment, d'appliquer ça à autre chose que des combats. Ça marche très bien aussi. J'ai fait ça récemment avec une une tentative de discrétion dans une ville pour aller à un point A, à un point B. En fait, on l'a fait en 3 étapes et à l'issue de chaque étape, il y avait un défi qui nécessitait une réaction, puis un jet de dés en fonction de la réaction du joueur. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au-delà de donner plusieurs chances, mais plusieurs chances de foirer et plusieurs chances de réussir, ça crée une sorte de... les possibilités sont un peu moins binaires parce qu'il va y avoir 3 GD. Alors peut-être qu'il va rater le premier, réussir les 2 autres, peut-être qu'il va réussir le premier, foirer celui du milieu et réussir celui d'après. Et ça va donner un truc de différent en fonction, ça donne une granularité supplémentaire sans rajouter une poêlée de dés. Et pour une négo qui dure un peu, par exemple, et il y en a eu, je t'aurais bien vu me dire à un moment, tiens, arrête-toi 2 secondes, fais-moi déjà un jet pour ce qui vient d'être dit. On voit comment l'autre réagit, on repart sur une discussion, tiens, fais-moi un deuxième, et puis, je sais pas, 3 étapes maximum. Moi, j'aime bien la règle de 3. Je trouve que ça peut bien marcher sans rajouter une poêlée de dés. Quoi. Comme dans un autre système où on fait des efforts. Ouais, c'est même c'est genre un de peu truc. les challenges de DD4 ou les trucs comme ça. D'ailleurs, je pensais pour faire du L5R, faire ça, tu vois, parce que dans L5R, moi j'aime pas les règles de base du L5R, mais dans L5R, t'as un peu un gameplay autour des combats sociaux et pas des points de vie sociaux, mais t'as une jauge de conflit, tu vois. Je me disais, ça pourrait être un moyen de créer comme ça cette granularité aussi. Et d'un autre côté, j'ai du mal à faire un choix parce que d'un autre côté, j'aime bien le fait que la scène elle soit ininterrompue jusqu'au moment critique. Mais en fait, c'est un C'est choix. ça, Quoi. Mais c'est ce que tu as fait à pour le chaque fois, combat. c'était sur les points pivots, en fait. Ouais. Ce que je disais, c'est que, tu vois, généralement, tu laissais vachement la place comme tu l'as dit juste avant, au roleplay, et en gros, la scène se passait. Et au moment pivot vraiment du truc, qu'est-ce qui va se passer? En gros, c'était un peu le jet de savoir, en gros, moi, je l'ai pas forcément pris, en gros, est-ce que je réussis ou est-ce que je réussis pas? Après, c'est vrai que j'ai pas vécu forcément la partie de la même manière que vous, mais moi, je me disais, en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'était plus comment va réagir l'environnement, tu vois. J'étais plus dans un moment où quand moi j'étais mangé, je me disais en fait qu'est-ce qui va se passer en face. C'est parce que tu vois, en gros, moi de la manière dont je l'ai perçu, c'était que j'étais libre de faire ce que je voulais. Et en gros, en fait, je me suis pas senti freiné dans les actions que j'ai voulu entreprendre. Et c'était juste en gros à des moments, attends, fais un GD pour voir ce qui se passe. Et moi je l'ai plus ressenti, genre en gros, ton GD va conditionner ce qui va se passer, la réaction en face, plutôt que la réussite de mon action. Moi, je l'ai plus perçu comme ça. Donc, ça m'a pas gêné qu'il y ait une granularité assez fine, qu'il n'y ait pas beaucoup de GD. Parce que justement, en gros, on avait la place de tout faire ce qu'on voulait. Et au moment où on n'est pas sûr, on jette un truc et là, il se passe quelque chose. Et du coup, dans le combat, c'était encore plus clair parce que c'était beaucoup plus rapproché. Parce que les enjeux vont beaucoup plus vite. Ils vont Avec un beaucoup glaive plus à la vite. main, forcément. Ça va plus vite. Mais par contre, je pense Mais- qu'en fait, excuse les stats, mais en fait, Non, c'est non, vrai vas-y, que vas-y. pour les en fait, j'aurais pu faire aussi une adaptation par personnage, tout simplement. C'est-à-dire que Paka, une scène qui va être importante pour lui, c'est un combat. Et donc, du coup, peut-être, il y a 3 GD pour qu'il y ait des hauts et des bas dans son combat. Les stats, s'il fait une négociation, hop, elle peut avoir des hauts et des bas. Mais si c'est Harulo qui essaye de faire une négociation, tu vois, c'est moins le cœur du personnage. Harulo, c'est plus dans une scène de discrétion. Boum, on fait en 3 phases pour qu'il ait un peu une scène de discrétion plus longue. Dalba, il veut activer la bombe. J'en sais rien, il y a 3 GD et il peut y avoir une complication, un mec qui arrive et qui le repère alors qu'il fait la bombe. Ça, tu vois, je pense en fonction de la scène, peut-être pas le systématiser, tu vois.
en fonction de la scène et du rôle du personnage pour qu'il brille plus longtemps dans cette scène, il y a peut-être un truc à jouer. Ouais, c'est pas règle un peu le problème. systématisé. Ça règle C'est un peu le sûr. problème de faire des échecs tout le temps, quoi. C'est ça, c'est pas systématisé. Par exemple, Paka, qui est un combattant, s'il avait été contre des seconds couteaux, au contraire, il aurait fallu faire une étape à chaque fois pour montrer qu'il est vraiment balèze. Mais là, c'était une scène un peu, une sorte de pic. Mais moi, personnellement, enfin, je suis pas pour, tu fais ce que tu veux, mais le coup de la jauge, moi, je pense que tu n'as pas besoin de l'utiliser. Tu maîtrises très bien le fait de faire des phases improvisées en fonction de la situation. La jauge va donner un côté un peu mathématique. Même moi, dans mon système récemment, je l'ai viré. Je l'avais pourtant. Ça m'a un peu fait réfléchir justement. Je trouve que le fait, au niveau de la scène, de choisir combien d'étapes tu vas mettre, c'est des étapes, pas besoin d'avoir une jauge. On va se retrouver. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense que tu n'as pas besoin d'un gros ajustement. T'es bien là, donc à mon sens. J'avoue que j'ai rajouté pas mal de mécaniques pour faire un PDF. Parce qu'en fait, je me suis dit, tu sais, il y a les jeux pour que tu lis et tu les découvres, et il y a les jeux tels que tu les utilises. En fait, Oui. c'est super difficile de dire à des gens, bah, moi je joue juste en jetant 2d6 et en mettant un bonus, tu vois. Tout de suite, ils disent, mais attends, du coup, quand est-ce que le personnage il meurt et tout. Donc je me suis dit qu'il fallait mécaniser plus pour qu'il y ait des gens qui aient envie d'essayer, tu vois. Sans trop mécaniser. Parce que du coup, à chaque fois, tu as des questions, genre, tu fais comment pour la magie? Du coup, je me dis, bon, bah, je vais inventer une petite mécanique pour la magie, alors qu'en vrai, moi, j'ajouterais aucune mécanique. Mais fais une jauge plus courte. En fait, une jauge, fais une jauge plus courte, tu mets 3 points, tu vois. En fait, c'est un bon compromis. Tu as un truc défini, et en même temps, ça nuit pas à la narration avec un truc qui va durer 15 plombs. Ouais, j'ai un dernier truc, pardon de te couper, mais c'est envers toi justement. Je pense qu'on a parlé du groupe, tout ça, on n'a quand même pas parlé du MJ. Moi, je voudrais dire une dernière chose sur ce débrief. Et non, je vais pas te caresser dans le sens du poil pour dire que tu es magnifique, mais je vais dire pourquoi j'ai apprécié jouer avec toi quand même. Après, chacun ses goûts, et je pense que ça n'aurait pas été pour tout le monde pareil. Mais en tant que maître du jeu, moi j'apprécie le fait que, alors oui, tu nous laisses agir et nos actions ont un impact, ça c'est le premier point, clairement, on l'a bien ressenti. D'un autre côté, tu n'as pas peur d'arbitrer et d'intervenir et de faire survenir des choses. Parfois, entre guillemets, tu t'imposes, façon de parler, mais il y a un truc qui arrive et c'est tout, ça nous arrive dans la gueule et point barre. Et moi, ça ne me gêne pas du tout, ça va rythmer. On sent que tu es présent activement pour rythmer la partie et que c'est pas tout entre nos mains. Et c'est un truc qui est assez fréquent ces derniers temps. Et voilà, moi, j'aime bien un MJ dont on sent qu'il est présent. Et également, dernier point, tu as vraiment pris la peine d'aller puiser dans nos histoires respectives pour les faire ressortir et vraiment que les enjeux soient personnels et viscéraux, comme j'aime à le dire. Et on l'a vraiment ressenti là-dessus. Quitte à la création, je m'en souviens, et pareil, il y en a qui peuvent ne pas aimer, et moi je m'en fous complètement, venir suggérer, quand on t'a proposé un truc, dire écoute, c'est bien, mais si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on change ça, et parce que ça serait peut-être plus en ligne avec ce que j'ai en tête. Tu m'as fait ça une fois, et aucun problème. Tu gardes complètement la majorité de ce que j'avais proposé, tu l'adaptes juste. Et moi, ça me va, un MJ qui veut adapter ça parce qu'il sait que derrière, l'histoire sera meilleure. Bah, merci, ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, j'allais proposer d'arrêter. Et justement, ce que je voulais dire pour terminer, un truc que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est que. En fait, je connaissais que Maître Renard avant de lancer la campagne. Et genre, d'habitude, moi, je suis plutôt du genre à faire des one-shots avec des gens. Et quand il y a une personne, je me dis, ah, je m'entends bien avec elle et tout, je lui propose un truc. Parce que après, tu sais, des fois, tu te retrouves un peu emporté dans un groupe avec lequel t'aimes pas jouer et tout. Et là, j'avais fait la proposition, je crois, sur le Discord, le bon MJ. Et ce qui n'est pas dans mes habitudes. Et en fait, je trouve que dès la première partie, ça s'est super bien passé, tu vois. Et ça c'était quand même... C'est pas gagné d'avance, tu sais. Des fois, genre, tu prends 4 inconnus, t'es pas sûr, tu vois. En général, tu fais un one-shot pour faire ça. Là, on est parti en mode, on se connaît pas, on fait une campagne et tout. En fait, dès le début, il y a eu du bon jeu. Tout de suite, tout le monde... Moi, c'est ça qui m'a le plus surpris. C'est au niveau du PVP et du fait de pas te sentir, entre guillemets, agressé par l'autre joueur s'il fait des plans dans ton dos. Tout de suite, accepter le fait que, tu sais, il y a des choses sur lesquelles t'es pas prise et apprécier regarder les autres jouer et ne pas forcément intervenir dans la scène, etc. Enfin, moi, au début, je me disais, oula, ils sont en train de se séparer et tout, ça va être la merde. Et en fait, bah, ça s'est juste bien passé du début à la fin, donc c'était vraiment super cool à ce niveau-là. Il y avait du bon roleplay et tout. Même si tout le monde n'était pas forcément
autant à l'aise les uns que les autres, etc. Tu vois. Je trouve que ça s'est passé bien nickel dès le début. Donc, d'une campagne où je me disais, ah merde, est-ce que ça va pas être bien de la merde? Tu vois, et ben, finalement, je pense que c'est vraiment une excellente campagne. Enfin, je suis vraiment content, tu vois. Ah, c'était chouette. Ah, je confirme, Très, très c'était chouette. c'était excellent. Par contre, je me suis senti agressé par Maître Renard. Hein, je tiens à le dire. Ah oui. J'étais sûr. Non, mais le fait de savoir que c'était lui le traître depuis le début et C'est le cool. fait de le voir mentir, ça c'est quelque chose qui est incroyable. Que tu sais que tu vas aller chercher l'info qu'il a bidouillé après. Tiens donc. Non mais c'est vrai que C'est super. c'est énorme. Ouais. Bon, à moins que vous ayez un mot de la fin. Plaisir immense tout au long de la campagne, partagé allègrement. Franchement, c'était chambé du début à la fin, quoi. Trop bien. Je re-signe Au quand vous revoir. voulez. On refait la partie de quand vous voulez. Moi, je dirais surtout, c'est l'expérience de jeu de tout le monde qui fait que ça donne un groupe cohérent. Parce que dans notre groupe, là, quelqu'un qui a pas autant de bouteilles que nous, on peut avoir, surtout s'il est juste joueur, il n'a jamais été MJ, par exemple, aussi, c'est pas gagné, tu vois. C'est-à-dire, il peut y avoir, là, il peut y avoir un gap et ça peut être déstabilisant. Alors que là, non. Je pense qu'on a suffisamment de bouteilles, quoi, en tant que jeu, qui nous a donné la possibilité de jouer même sans se connaître. Hein. Ouais, Donc, je connais personne. Moi, je connaissais personne. Hein. ouais, puis je pense qu'il y avait un bon soutien Oui. de chacun. En fait, il y avait une bonne tu vois, il y en a qui prennent plus de temps à expliquer ce qu'ils veulent faire, il y en a qui vont parler plus que d'autres, etc. Oui, c'est Mais vrai. enfin, je sais pas comment dire. Ça s'est auto-équilibré. Ça s'équilibre. Tu vois, j'avais pas l'impression Ouais, la que je devais balance. dire à un joueur, bon, maintenant tu te tais, parce qu'en fait, il faut que les autres y jouent, tu vois. Par exemple, il y avait voilà, chacun arrivait à se gérer. Et c'est pas fondamentalement un truc de jeu de rôle, tu vois. Je pense que c'est juste une qualité humaine, tu vois. Genre Bah, bien de sûr. prendre le temps d'écouter l'autre qui joue, tout ça, c'était cool. Ah, T'es en c'est train de ça. dire t'es en train de dire qu'on est bienveillant? Non, pas toi. les Dis-le, stats. dis-le. Pas toi, les stats. Je dis, Non, mais c'est pas je dis toujours globalement. évident, hein. Il peut y avoir des Pas finalement. différences. Hein. Il y a des différences. Hein. Il y a des gens qui sentent ah, mais moi, ça, je suis un vieux de la vieille. Je joue depuis longtemps, tu vois, des choses comme ça. On peut dire ça. Oui, mais pas forcément. Et puis, il y a des jeunes joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience que des joueurs que j'ai vu jouer depuis très longtemps. J'ai vu ça sur des tables. Ça n'a rien à voir. Et effectivement, c'est bien un niveau humain. Et là, il y avait le niveau à tous les niveaux. Et la préparation a fait toute la différence. Ouais. Pour tout ce que tu viens de dire dernièrement, c'est toute la préparation. Parce que s'il n'y aurait pas essayé de préparation, je pense qu'effectivement, ça aurait pu provoquer ces petits, comme tu dis, ces ventres mous, ces choses où ça aurait peut-être pu tiquer, etc. Et en fait, non. La préparation est vraiment capitale. Et ça, je suis sûr que Lestat est d'accord avec moi. Absolument. Oui. Absolument. Le cadrage. J'écoute beaucoup, c'est pour ça. Bon, sur ce, on va peut-être s'arrêter. Au plaisir de se rencontrer. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'à ce stade de la vidéo. J'essaierai de chapitrer un petit peu le débrief aussi. Parce qu'il va quand même faire presque 1h30. Hein. Ça va faire un bon gros bout. Hein. Un bon gros bout de vidéo. Merci à Lestat, Findael, Simon, Maître Renard d'avoir réussi à vous dégager du temps à 22h pour faire ce débrief. C'était bien cool. C'était cool d'avoir un débrief à chaud et à froid, même si globalement il n'y a pas eu d'énorme évolution. Le fait de le faire à froid, ça permet de revenir vraiment en arrière sur les scènes dont on se souvient. Et donc c'est après autant de temps passé, donc ça c'est cool. Et voilà. Sur ce, j'ai envie de vous dire, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être un autre débrief. Si ça vous a plu, le débrief, dites-nous dans les commentaires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je suis sûr que les stats, Simon, Maître Renard sont heureux de venir vous donner des détails croustillants sur leur personnage. Si vous avez des questions sur mon personnage, n'hésitez pas quoi. Comment tu fais pour tenir une forme pareille? Alors, comment tu lui as pété la gueule à Swano? Dis-nous tout. Bon, allez. Oui. Ciao, ciao et à la prochaine.